Ma famille m'a retiré l'invitation pour Noël. Ils pensaient que j'étais simplement la fille difficile. Ils ne savaient pas que j'avais vendu mon entreprise technologique. Alors j'ai emmené ma grand-mère à Paris et, en direct en vidéo, je leur ai montré la nouvelle fiducie familiale. Il n'y figurait plus. Le message du 20 décembre était clair, cette année, ce sera juste la famille proche de mon fils. J'ai répondu, passez un moment merveilleux. Et j'ai réservé 2 billets en première classe pour Paris pour ma grand-mère et moi. Quand ils nous ont appelés en vidéo la veille de Noël, grand-mère sirotait simplement son champagne et a utilisé AirPlay. Le document de la fiducie familiale a illuminé leur télévision, montrant la nouvelle fiduciaire. Je m'appelle Léa Martin, et j'ai 33 ans. Le 20 décembre, à précisément 18h17, mon téléphone a vibré contre le comptoir en quartz froid de mon îlot de cuisine. Je n'ai pas eu besoin de le regarder. Le bourdonnement spécifique, minuscule, était celui que j'avais assigné à une seule personne, ma mère. Je regardais la pluie de Seattle, une bruine fine et incessante qui estompait les lumières de la ville en une aquarelle de gris et de bleu. Mon appartement, aux 2/3 d'un immeuble qui promettait des vues imprenables sur le détroit, était silencieux. J'avais construit ma vie autour de ce genre de silence, contrôlé, stérile et intentionnel. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai pris le téléphone. Le message texte était court, efficace, même. Noël cette année. Nous invitons juste la famille de ton frère, sa femme et ses enfants. Je l'ai lu 2 fois. J'ai analysé le choix des mots. Juste. Une partition chirurgicale. La famille proche de mon fils, avait-elle écrit, pas celle de ton frère. Une rétrogradation linguistique subtile. Il était le fils. J'étais le corollaire. Sa famille, avec les 2,5 enfants et la nouvelle, impressionnante belle famille, un médecin et une avocate, comme on me le rappelait chaque semaine, étaient proches. Moi, sa fille, j'étais maintenant apparemment éloigné. Je suis resté là pendant 1 minute entière, le téléphone lourd dans ma main. La pluie sifflait contre la vitre. J'ai senti la compression familière et sourde dans ma poitrine. Ce n'était pas la piqûre aiguë et brûlante de la trahison. C'était pour les femmes plus jeunes, pour les gens qui nourrissaient encore de l'espoir. C'était quelque chose de différent. La douleur chronique et de faible intensité d'un fait qui se confirmait. La lassitude d'une leçon de 33 ans qui refusait de se terminer. Mes pouces ont bougé avec une précision exercée. J'ai tapé 4 mots. Passer un moment merveilleux. Pas de ponctuation, pas de questions, pas de colère. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas souligné que moi aussi, j'étais de la famille proche. Je ne lui ai pas rappelé que j'étais son enfant. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est devenu bleu. Distribué. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je suis retourné à la fenêtre, regardant les ferries glisser sur l'eau sombre en contrebas. Je n'allais pas pleurer. J'avais débogué des conditions de concurrence multitraite dans du code qui était plus éprouvante émotionnellement. Ce n'était qu'une erreur logique, un mauvais pointeur, une erreur de segmentation dans le code familial. Le téléphone a sonné, me surprenant. Une sonnerie différente, une cloche chaude au son analogique. Evelyne. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Un petit rituel pour composer ma voix, pour en extraire la glace. Salut, grand-mère. Léa, ma chérie. Je sortais juste le plat du four. Je te dérange en plein travail? Sa voix était comme du vieux papier, fine mais texturée, et la seule source de chaleur simple dans ma vie. Non, je finissais juste. Qu'est-ce que tu as fait cuire? Du pain d'épices, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire. Le genre foncé, avec la mélasse en plus. Exactement comme tu l'aimes. Bon, je t'appelais pour te demander ce que tu comptais apporter pour le 25. Ta mère est vague sur le menu, et je veux m'assurer que nous ne nous retrouvions pas encore avec 3 sortes de gratins de haricots verts. Voilà. La question anodine, innocente, qui atterrissait comme un marteau à panne ronde sur un os fracturé. Ma mère ne le lui avait pas dit. Bien sûr que non. Evelyne était ma grand-mère, mais elle était sa belle-mère, une nuisance logistique pour la grande performance. J'ai appuyé mon front contre la vitre fraîche. Tu sais, grand-mère, je n'y ai même pas pensé. J'ai été tellement enseveli sous un nouveau projet. Parle-moi du pain d'épices. As-tu utilisé le gingembre cristallisé que je t'ai envoyé?
Je l'ai gardé au téléphone pendant 10 minutes. J'ai orienté la conversation, lui posant des questions sur ses voisins, son arthrite, le livre qu'elle lisait. Je l'ai fait rire, un son sec et crépitant que j'aimais. J'ai dépeint une vague image d'une fête à laquelle je ne participerai pas, un fantôme à un festin dont j'étais banni. Je l'ai fait pour la protéger, pour la préserver de la cruauté désinvolte de sa propre fille. J'ai promis de la rappeler demain. J'ai raccroché, et le silence de l'appartement s'est à nouveau engouffré. Plus lourd cette fois. C'était le vide. Ce n'était plus douloureux, pas vraiment. C'était juste familier. C'était l'épuisement d'une vie entière passée en périphérie. 33 ans à être la silencieuse, l'intense, la difficile. Pendant que mon frère, avec son sourire facile et ses trophées de football, absorbait toute la lumière, j'étais celle qui ne cadrait pas avec le récit. Mes succès étaient bizarres, ringards et peu photogéniques. Ses échecs étaient romancés comme « se cherchant lui-même ». Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, élégant et noir sur le bureau. Je l'ai ouvert. L'écran a illuminé mon visage. Ma vraie vie. Mon calendrier. Sentinel Arc Lab. Un bloc rouge demain matin, appel sous accord de confidentialité, projet SCY, conditions de séquestre de la propriété intellectuelle. J'ai pensé aux conditions, aux clauses que j'avais personnellement rédigées, cachées au plus profond du contrat d'acquisition, l'interrupteur d'urgence de la propriété intellectuelle lié à un compte séquestre auquel seul moi et mes deux cofondateurs, Maya et Darius, pouvions accéder. La chose qui avait rendu la vente à 290 millions de dollars possible. La chose qui garantissait que nos employés recevaient 20% du paiement avant que les investisseurs en capital risque ne voient un centime. La chose qui avait fait que 3 des principaux associés d'un grand cabinet d'avocats de San Francisco me regardent, moi, une femme de 33 ans dans un simple pull noir, avec un mélange terrifiant de respect et de peur. Mon père avait insisté pour que j'utilise son conseiller financier après la vente. Il gère tous nos investissements, Léa. Il est très bon. J'avais accepté le rendez-vous, écouté l'homme me traiter avec condescendance à propos de fonds communs de placement, puis j'avais discrètement déplacé l'intégralité de ma valeur nette dans une fiducie sans droit de regard gérée par une femme à Zurich dont ma famille n'avait jamais entendu le nom. J'ai fermé le calendrier et, par un instinct morbide et autopunitif, j'ai ouvert les réseaux sociaux. Un groupe de discussion familiale privée, celui dans lequel j'étais clairement encore par un oubli administratif. Ma belle-sœur, l'avocate, avait posté une photo des échantillons de tissu. J'essaie de décider de la décoration de table pour la veille de Noël. Lequel vous semble le plus classique pour les parents du docteur? Mon oncle a répondu, tant qu'il y a assez de bourbon, ils adoreront. J'ai hâte de montrer à nos nouveaux beaux-parents un vrai Noël familial. Un vrai Noël familial. J'ai regardé les échantillons de couleurs, bordeaux et or. Performatif, organisé, un décor de scène pour une pièce dans laquelle je n'avais pas été choisi. Ils n'allaient pas juste avoir une fête, ils impressionnaient un public. Et moi, avec mon intensité tranquille et mon manque de mari photogénique et de haut statut, j'étais mauvaise pour l'image de marque. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'écran s'est éteint, et mon reflet m'a regardé, pâle, fatigué. Mais mes yeux étaient clairs. Pas de ma faute, ai-je murmuré au reflet. Ce n'était pas une affirmation. C'était un diagnostic. C'est leur choix. Un choix fait, sans aucun doute, lors d'une réunion de famille à laquelle je n'ai pas été invité. Un choix de prioriser l'esthétique d'une fête plutôt que l'inclusion de leur propre sang. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas mendier une place à une table qui n'avait jamais été vraiment dressée pour moi. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau. Sous une pile de revues de sécurité non lues, il y avait un dossier. Je l'ai sorti. Un itinéraire de vol, rédigé il y a 6 semaines, jamais émis. Seattle, SEA, à New York, JFK. 2 sièges aller-retour en première classe pour grand-mère Evelyne. Elle avait mentionné en passant il y a des mois qu'elle avait toujours voulu voir les Rockets à Noël, qu'elle en avait vu un reportage d'actualité dans les années 1950 mais n'avait jamais eu l'argent. J'avais trouvé les meilleures places, réservé une suite au Saint-Régis avec vue sur le parc, organisé une voiture privée. Et puis, une semaine avant le voyage prévu, sa hanche s'était enflammée. Oh, la prochaine fois, ma chérie, avait-elle dit, sa voix faible de déception. C'est trop. Ne gaspille pas l'argent. L'itinéraire était resté là, un fantôme de gentillesse, un chèque non encaissé. Mon téléphone professionnel,
un appareil durci et crypté, a vibré sur le bureau. Un numéro différent. Je l'ai pris. Monsieur Jensen, bonsoir. Léa Martin. La voix à l'autre bout était graveleuse, professionnelle. Madame Martin. Content de vous entendre. Tout est calme ici. Je confirme juste la vérification des systèmes. Le chauffage par le sol est-il opérationnel dans le pavillon principal? Oui, madame. Je l'ai mis en marche hier, comme vous l'aviez programmé. Le service de déneigement est en attente pour la route principale, et le garde-manger est approvisionné selon votre liste. Et les générateurs? Le plein de carburant est fait, testé ce matin. Vous êtes prête si vous décidez de venir. Merci, monsieur Jensen. Je vous tiendrai au courant. J'ai raccroché. Le ranch. 600 acres dans la Paradise Valley, au Montana, acheté pour 6,2 millions de dollars en espèces via une société écran. Une forteresse de pain, de verre et de silence, alimentée par ses propres systèmes, avec une ligne de fibre optique à haut débit que j'avais payée pour faire tirer sur 20 miles en haut de la montagne. Un endroit dont ma famille ne connaissait pas l'existence. Un endroit où j'allais quand le bruit de leurs attentes devenait trop fort. J'ai regardé du téléphone crypté à l'itinéraire de vol non émis pour New York. J'ai regardé le groupe de discussion familiale toujours lumineux sur mon ordinateur portable, le message texte de ma mère, l'exclusion, la performance, le billet non utilisé pour Evelyne. Et une nouvelle pensée, froide, claire et tranchante comme un diamant, s'est cristallisée dans mon esprit. Si je ne suis pas invité à leur Noël, j'organiserai le mien. Pas dans le Montana. Pas à New York. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je n'ai pas ouvert un site de voyage. J'ai ouvert l'application dédiée de la compagnie aérienne, celle pour leur statut le plus élevé, sur invitation seulement. Seattle, USA, à Paris, CDG. Départ, 22 décembre. Retour, ouvert. Passagers, 2. Cabine, première classe. L'écran a affiché le prix. C'était un nombre qui aurait rendu mon père, qui vérifiait encore le prix de l'essence 3 fois avant de faire le plein, physiquement malade. Je n'ai pas scié. Mon pouce a appuyé sur confirmer l'achat. L'écran s'est actualisé. Vos billets sont confirmés. Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord. J'ai pris mon téléphone personnel. J'ai ouvert un nouveau message texte pour Evelyne. Mes pouces ont hésité un instant, puis ont tapé « Grand-mère, j'ai une idée ». J'ai fait une pause. Un petit sourire fin a effleuré mes lèvres pour la première fois de la journée. C'est un peu fou. Paris. J'ai appuyé sur envoyer. La pluie tombait toujours, mais le gris dans l'appartement semblait différent maintenant. Ce n'était plus la couleur d'une vieille blessure. C'était la couleur d'une page blanche. Le message à Evelyne flottait dans l'air numérique. Paris. Je l'avais envoyé, et je ne pouvais pas le reprendre. La décision était prise. Ces racines, je m'en suis rendu compte, n'avaient pas été plantées ce soir dans mon appartement de Seattle. Elles étaient profondes, m'ancrant dans le sol sec et poussiéreux de Spokane, Washington, où j'ai grandi. Ma maison d'enfance n'était pas un mauvais endroit, pas de la manière dont les gens écrivent des livres. C'était confortable. C'était sûr. C'était juste un endroit où le projecteur avait une cible prédéterminée. Et cette cible n'était jamais moi. Mon frère aîné, Marc, était le fils. J'étais une lune distante, en orbite vague. Il était large d'épaules, charismatique et photogénique. Il jouait au football. Dans notre coin d'Amérique, c'était une monnaie d'échange. La maison était un sanctuaire à ses exploits. Des trophées bordaient le manteau de la cheminée, de lourds hommes en plastique doré figés dans un raffut perpétuel. Des ballons de match avec des scores écrits au marqueur argenté trônaient dans le salon. Son maillot encadré était accroché dans le couloir. C'étaient des succès tangibles. Ils étaient bruyants. Les gens les comprenaient. Mes succès étaient silencieux. Ils se produisaient à l'intérieur d'une machine, en ligne de texte lumineux. En secondes, j'ai passé 3 mois entiers à écrire un algorithme prédictif pour un concours d'informatique au niveau de l'État. Il analysait les schémas de circulation pour optimiser les temps de réponse des véhicules d'urgence. Quand j'ai commencé, je savais à peine ce que je faisais. Quand j'ai fini, j'avais créé quelque chose qui fonctionnait. J'ai remporté la première place. Je suis rentré à la maison en voiture,
serrant la plaque de bois laminé. Elle semblait incroyablement légère par rapport au trophée de Marc. Je suis entré dans la cuisine, où ma mère et la petite amie de Marc, Sarah, regardaient un magazine. « Maman », ai-je dit, ma voix trop forte. « J'ai gagné le concours de l'État. » Ma mère a levé les yeux, son regard encore embrumé par le magazine. « Oh, c'est bien, Léa. » Elle a souri, un étirement rapide et automatique des lèvres. « C'est très gentil. » Le sourire a disparu. Elle s'est retournée vers Sarah, tapotant la page glacée. « Bon, Sarah, il faut absolument qu'on décide du tissu pour ta robe de bal. Penses-tu que le pervenche est trop? Il faut tenir compte de l'éclairage dans la salle de bal. » Je suis resté là un moment, tenant la plaque. Le pervenche. C'était très important. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis la plaque dans le tiroir de mon bureau et je l'ai fermée. Quand est venu le temps de l'université, Marc est allé à Washington State, assez proche pour des visites le week-end et des fêtes d'avant-match. J'ai postulé pour le programme le plus lointain et le meilleur que je pouvais obtenir, sécurité de l'information à Cal Poly en Californie. J'ai obtenu une bourse, mais elle ne couvrait pas tout. Pendant les 4 années que j'y ai passées, ma famille n'est jamais venue me rendre visite une seule fois. Ni pour le week-end des parents, ni pour voir mon dortoir, ni pour m'aider à emménager ou à déménager. Le vol est tellement cher, Léa, disait mon père. Tu sais à quel point nous sommes occupés avec la saison de Marc. Je savais. J'ai appris à faire 2 valises, à vendre mes meubles sur Craigslist à la fin de chaque printemps, et à rentrer seul en avion. Pour payer mes livres et les certifications que ma bourse ne couvrait pas, j'ai trouvé un travail dans un magasin AT&T du centre commercial. C'était un travail horrible. Je vendais des cartes SIM et des coques de téléphone à des gens en colère, mais j'étais doué pour ça. J'étais doué pour le côté technique, pour résoudre les problèmes que les autres représentants ne pouvaient pas résoudre. Un mois, ils ont mis ma photo sur une affiche près de l'entrée, employé du mois, Léa Martin. C'était kitsch, une affiche plastifiée épinglée sur un tableau de liège. Je portais l'affreux polo bleu, et mon sourire était maladroit, mais j'étais fier. Je l'avais mérité. 30 heures par semaine en plus d'un programme complet d'ingénierie. J'en ai pris une photo et je l'ai envoyée au groupe de discussion familiale. Mon frère a répondu avec un emoji pouce levé. Ma mère n'a pas répondu. Le message de mon père est arrivé 1 heure plus tard, un message privé. Ne frime pas, Léa. Ce n'est pas convenable. L'humilité est importante. J'ai regardé le message. Puis j'ai regardé l'affiche. Puis j'ai pensé au trophée sur le manteau de la cheminée à la maison. Je ne comprenais pas les règles. Ces victoires étaient destinées à la consommation publique. Les miennes étaient de la frime. J'ai arrêté d'envoyer des photos. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas accepté l'offre d'emploi sur d'un sous-traitant de la défense. J'avais une idée. C'était une petite idée ambitieuse, un filtre anti-spam heuristique et léger pour les clients de messagerie d'entreprise. Je l'ai appelé Sentry. J'ai construit un prototype dans mon minuscule appartement de San Luis Obispo. Quand j'ai dit à mes parents que je lançais une entreprise, leur réaction a été un soupir. Léa, la stabilité est si importante, a dit ma mère, sa voix empreinte de cette déception familière hélas. Ton frère a un si bon emploi stable à la banque. Il a un 401K. Ce truc d'ordinateur. C'est un pari. Ne préférerais-tu pas simplement être à l'aise? Je ne veux pas être à l'aise, ai-je dit. Eh bien, tu apprendras, a dit mon père, comme si j'étais une enfant touchant une plaque chauffante. Ils avaient raison sur un point. C'était un pari, et j'ai perdu. La première start-up a épuisé mon petit financement de démarrage en 18 mois. Mon cofondateur, un ami de l'université, a pris un vrai travail 6 mois plus tard. J'ai tenu bon. J'ai essayé de coder, de commercialiser et de vendre tout en même temps. Ça m'a brisé. L'entreprise a fait faillite, me laissant avec rien d'autre qu'une SARL sans valeur et 35 000 $ de dette de carte de crédit que j'avais utilisée pour payer l'espace serveur. J'ai déménagé à Washington, mais je ne pouvais pas supporter d'aller à Spokane. J'ai atterri à Tacoma, dans une minuscule chambre que j'ai trouvée sur Craigslist. Elle faisait à peine 10 mètres carrés, avec une seule fenêtre qui donnait sur un mur de briques humides et couvert de mousse. Je pouvais toucher les 2 murs si j'étendais les bras. J'ai trouvé un travail de support informatique en freelance, déboguant les sites web cassés des autres pour 50 $ la fois,
juste pour faire les paiements minimums sur mes cartes. J'avais 26 ans. J'étais une fondatrice ratée. J'étais une honte. J'ai dit à mes parents que l'entreprise était en train de pivoter et que je faisais de la consultation. Ils ont juste hoché la tête, leur visage un masque de « je te l'avais bien dit » et ont changé de sujet pour parler des fiançailles de Marc. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait cru en Sentry, ma grand-mère, Evelyne. Quand j'ai eu ma première version bêta, elle a été la seule de ma famille à demander à l'essayer. Elle avait un vieil ordinateur portable poussif, fonctionnant encore sur une version non supportée de Windows. J'ai passé 3 heures au téléphone avec elle, la guidant à travers l'installation, écoutant sa description des icônes sur son écran. Elle était toute ma base d'utilisateurs. Quand l'entreprise a échoué, je ne le lui ai pas dit, mais elle le savait. Les grands-mères savent toujours. J'ai conduit jusqu'à sa petite maison à Spokane un week-end, une prodige ratée cherchant refuge. Je ne suis même pas allé chez mes parents. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage pâle et les cernes sous mes yeux, et a simplement hoché la tête. Elle n'a pas dit « je suis désolé » ou « que s'est-il passé ?» Elle a dit « tu as l'air maigre. Je vais faire du cacao. » Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, celle recouverte d'une nappe en vinyle délavé. Elle a poussé une tasse de chocolat chaud noir et riche vers moi. C'était du bon, celui que je venais de lui envoyer, fait avec du chocolat râpé, pas de la poudre. Elle s'est assise, ses mains enroulées autour de sa propre tasse. Alors, dit-elle. Ça n'a pas marché. Non, ai-je murmuré, fixant la tasse. C'était un échec complet. J'ai tout perdu. Papa avait raison. Evelyne a reniflé, un son sec et dédaigneux. L'échec est le droit d'entrée pour l'ambition, Léa. J'ai levé les yeux. C'est le prix que tu paies juste pour entrer, dit-elle, ses yeux vifs et clairs. La plupart des gens, ils restent dehors. Ils ont peur de payer. Ils regardent juste par la fenêtre, et ils passent toute leur vie à se demander comment c'est à l'intérieur. Tu as payé, ma chérie. Tu es à l'intérieur. N'ose même pas quitter la file maintenant. Cette phrase était la tige d'acier qu'ils avaient oublié de mettre dans ma colonne vertébrale. J'ai bu le cacao. Je suis retourné à Tacoma. J'ai commencé à travailler. Ma famille, pendant ce temps, a redoublé d'efforts dans ses propres ambitions. Leur ambition était la normalité. C'était le vrai Noël, parfait, traditionnel. C'était leur performance annuelle. Marc était la star. Sa femme, Sarah, était l'actrice de soutien. Et moi? J'étais l'équipe technique. J'ai appris mon rôle. J'ai appris à arriver en avion le 24, à sourire et à me rendre utile. J'étais celle qui lavait les verres en cristal à la main. J'étais celle qui prenait les manteaux. J'étais celle qui écoutait les histoires ennuyeuses de mon oncle, hochant la tête avec un intérêt performatif. Je me suis faite petite, silencieuse et serviable. J'ai appris à me fondre dans le décor, à devenir le papier peint de couleur neutre contre lequel leur fête pouvait briller. Mais pendant que je lavais leur vaisselle, je construisais ma forteresse. J'ai gardé ma petite chambre humide à Tacoma. Je travaillais dans les emplois informatiques pendant la journée. La nuit, j'apprenais par moi-même. Je n'étudiais pas le développement d'applications. Je suis allé plus loin. J'ai téléchargé des machines virtuelles. J'ai étudié l'ingénierie inverse. J'ai appris la réponse aux incidents. J'ai décortiqué les logiciels malveillants, octet par octet, pour voir comment ils fonctionnaient. J'ai appris comment les pirates pensaient, comment ils se déplaçaient dans un système, comment ils cassaient les choses. Je ne dormais pas. J'apprenais, tout simplement. Lors des rares occasions où ma famille posait des questions sur mon travail d'informatique, ce n'était que pour me mesurer. Est-ce que tu gagnes bien ta vie maintenant, Léa, demandait mon père. Est-ce autant que la prime de Marc? Je souriais simplement et disais, je suis à l'aise, papa. J'ai appris une leçon très importante durant ces années. L'amour, j'ai découvert, n'a pas d'indicateur de performance clé. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas le mériter en étant bon, intelligent ou réussi. Il est donné ou il ne l'est pas. Mais le respect? Le respect est différent. Le respect est une transaction. Et parfois, la seule façon de le mériter est de prouver, sans équivoque, que vous n'en avez pas besoin. Ma valeur, j'ai appris,
n'était pas dans ma présence. Elle était dans mon absence. Elle était dans mon silence. J'ai regardé le message texte que je venais d'envoyer à Evelyne. Paris. Je ne lui offrais pas seulement un voyage. Je jouais mes jetons. J'avais fini de payer le droit d'entrée. J'étais sur le point d'acheter le club. Sentinel Arc Lab n'est pas né dans un incubateur de start-up avec des murs en tableau blanc et du kombucha à volonté. Il est né dans un garage loué à Tacoma, du genre avec une porte en métal qui claque et un sol en béton si froid qu'il s'infiltrait à travers les semelles de vos chaussures. Cette fois, je n'étais pas seul. J'avais appris de Sentry. On ne peut pas construire une forteresse par soi-même. J'avais Maya, et j'avais Darius. Maya était le droit. Elle avait quitté un poste d'associé junior dans un cabinet de Seattle, prétendant qu'elle était fatiguée de défendre les dragons et voulait construire le château. Elle était vive, précise, et voyait les contrats comme je voyais le code, comme un système d'instruction qui pouvait être exploité ou fortifié. Darius était la recherche et le développement. C'était un homme calme et brillant qui avait passé 5 ans dans la défense des réseaux. Il ne se contentait pas de comprendre les systèmes, il les ressentait. Il pouvait repérer un acteur malveillant au rythme de ses requêtes de paquets. J'étais l'architecte, celle qui construisait le moteur et élaborait la stratégie. Notre produit est né de mon temps dans l'ombre. Nous l'avons appelé la boîte noire. Les entreprises se développaient plus vite qu'elles ne pouvaient se sécuriser, poussant du code une douzaine de fois par jour dans leur pipeline CI/CD. Elles laissaient des portes numériques grandes ouvertes, des clés d'API divulguées, des identifiants non sécurisés dans des dépôts de code public, des comportements anormaux dans leur chaîne de construction. Nous avons construit un outil qui agissait comme un enregistreur de vol pour l'ensemble de leur processus de développement. Il ne se contentait pas de rechercher les vulnérabilités connues, il apprenait le comportement unique de leur système. Il créait une base de référence du « normal » et à l'instant même, à la microseconde près, où un développeur ou un processus agissait anormalement, la boîte noire le signalait, l'isolait et sonnait l'alarme. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Nous avions une poignée de clients petites entreprises, des bêta-testeurs qui nous payaient des miettes. L'argent était inexistant. Mes économies des emplois de support informatique se sont évaporées. Puis mes économies personnelles. J'ai vendu ma voiture, une vieille berline, pour de l'argent liquide et j'ai commencé à prendre le bus. Mon régime alimentaire est devenu une rotation de paquets de ramen, du genre qui coûte 20 centimes pièce. Le doute était un poids physique. Je m'asseyais dans ce garage froid, les doigts engourdis, pensant au 401K, stable de mon frère. Puis l'appel est arrivé. Il était 2h45 du matin un mardi. Une entreprise de logistique de taille moyenne, l'un de nos plus gros clients, ce qui signifiait qu'il ne nous payait presque rien, était en feu. Pas une simple brèche, mais un assaut à grande échelle. Un attaquant sophistiqué était à l'intérieur de leur système, se déplaçant latéralement vers leur manifeste d'expédition et leur passerelle de paiement. Leurs ciseaux étaient paniqués. « Nous sommes dans le noir », a-t-il crié au téléphone. « Nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas l'arrêter, et il crypte tout. » Darius était déjà sur un clavier. « Il est bon », murmura Darius, ses yeux balayant les journaux. « Il n'utilise pas de script ?» Il réfléchit. Maya était au téléphone avec leur équipe juridique, obtenant une autorisation d'urgence. Moi, je n'ai fait que coder. J'ai trouvé le point d'entrée, un identifiant de développeur compromis, exactement comme notre thèse le prédisait. Mais l'attaquant était déjà passé outre, utilisant un exploit 0D que nous n'avions jamais vu. Nous ne pouvions pas le chasser, alors nous avons construit une boîte autour de lui. Pendant 72 heures, nous n'avons pas dormi, nous 3 dans ce garage, alimenté par le café de la station-service. Nous avons manuellement redirigé tout leur réseau, segment par segment, à travers notre prototype de boîte noire. Nous n'avons pas seulement observé l'attaquant, nous l'avons profilé. Nous avons appris ses habitudes. Nous avons anticipé son prochain mouvement et avons bouclé cette partie du système quelques secondes avant son arrivée. Nous avons maintenu l'entreprise en activité. Nous avons tenu la ligne. Le 3e jour, l'attaquant, réalisant qu'il était piégé dans un labyrinthe de notre fabrication, a simplement abandonné et s'est déconnecté. Le système était propre. Une semaine plus tard, le chef de la sécurité de l'information de l'entreprise de logistique s'est envolé pour Tacoma. C'était un homme grand dans un costume coûteux. Il se tenait dans notre garage, regardant le câblage exposé,
les gobelets de ramen vides, et nous trois qui ressemblions à des survivants d'un accident d'avion. Il n'a pas dit « merci ». Il a juste montré notre prototype. C'était une preuve de concept. Je signe un contrat. Le contrat de la première année était de 1,2 million de dollars. Nous avons quitté le garage pour un vrai bureau, un petit espace avec un chauffage réel. Nous avons embauché nos 3 premiers ingénieurs. La première chose que j'ai faite, avant même d'encaisser le chèque, a été de prendre Maya à part dans une pièce. Je veux structurer la table de capitalisation, ai-je dit. Mais je veux quelque chose de non standard. Quoi, demanda-t-elle. Si nous sommes un jour acquis, je veux que les employés soient payés en premier. Pas nous, pas les investisseurs. Les employés. Maya a haussé un sourcil. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Léa. Fais en sorte que ça marche, ai-je dit. 20% de toute vente, prélevée sur le montant total, vont dans une fiducie du travail gérée par les employés. Action prioritaire. Inattaquable. Elle a souri. Je vais le rédiger. Nous avons grandi. Nous avons construit un pot de miel, un faux système conçu pour attirer les attaquants. 6 mois plus tard, l'un d'eux a mordu à l'hameçon. Ce n'était pas un débutant, c'était un groupe sophistiqué. Darius a capté la signature. C'est nouveau, dit-il, sa voix calme avec une sorte d'excitation terrifiante. Il nous teste. Cette nuit-là, Darius a fait de l'ingénierie inverse sur leur logiciel malveillant, j'ai écrit le correctif pour le neutraliser, et Maya a passé la nuit à rédiger une plainte légale détaillée, incluant une analyse forensique du vecteur d'attaque, qu'elle a livré aux fournisseurs d'hébergement du groupe et à la division de la cybercriminalité du FBI au lever du soleil. Nous n'étions plus seulement un produit. Nous étions une opération de sécurité. Deuxième année, les fonds d'infrastructure ont commencé à appeler. Ils ont vu notre liste de clients. Ils ont vu notre bilan de défense. Nous avons fait une série A. La négociation a été brutale. Ils voulaient le contrôle. Ils voulaient que la propriété intellectuelle de base soit transférée à leur société holding. Je me suis souvenu de mon premier échec, de ma première entreprise. Non, ai-je dit dans la grande salle de réunion vitrée. Maya est intervenue. Ce que nous pouvons offrir, dit-elle, c'est un compromis. Le compromis était l'annexe 14, une clause que j'avais écrite moi-même. Elle stipulait que la propriété intellectuelle de base, l'algorithme de la boîte noire, serait détenue en séquestre par un tiers. Elle ne pouvait être ni transférée, ni vendue, ni modifiée sans un vote unanime des fondateurs. Cela me donnait effectivement un droit de veto. Ils ont rechigné. Nous avons menacé de partir. Ils ont signé. Avec ma part de ce financement, j'ai fait quelque chose que ma famille ne comprendrait jamais. Je n'ai pas acheté une Tesla. Je n'ai pas acheté un condo au bord de l'eau. J'ai créé une nouvelle fiducie sans droit de regard, et à travers elle, j'ai discrètement acheté 600 acres de terrain dans la Paradise Valley, au Montana, pour 6,2 millions de dollars. C'était un ranch avec un simple pavillon, son propre puits, de l'énergie solaire et un générateur. C'était ma forteresse, un endroit où je pouvais disparaître. Mon nom ne figurait sur aucun acte de propriété. Ma famille pensait que j'étais toujours juste une consultante qui gagnait bien sa vie. 4e année, nous avons obtenu la certification FedRAMP Moderate. C'était un processus épuisant et coûteux, mais il nous a ouvert la porte. Nous pouvions maintenant vendre au gouvernement des États-Unis. L'offre d'acquisition est arrivée 6 mois plus tard d'un titan de la technologie, ceux qui achètent tout. Ils nous ont fait venir sur leur campus. Nous nous sommes assis dans une pièce qui valait probablement plus que toute notre série A. Leur négociateur principal a commencé l'offre. Maya a simplement souri. Avant de discuter du prix, dit-elle, je veux m'assurer que vous avez tous eu l'occasion de lire l'annexe 14 de notre accord d'investisseur. La couleur a quitté le visage du négociateur. Il ne l'avait pas lu. L'accord final a été signé 3 semaines plus tard, 290 millions de dollars. Le premier virement du compte d'acquisition n'a pas été pour les investisseurs. Il était de 58 millions de dollars, soit 20%, directement transféré dans le fonds fiduciaire des employés de Sentinel Arc. Cela a fait de nos premiers ingénieurs, de notre responsable de bureau, de notre équipe de vente, tous des millionnaires. J'ai démissionné du conseil d'administration le jour de la clôture de l'accord. Je n'ai gardé qu'un seul rôle, un siège de conseillère rémunérée.
J'avais mon ranch. J'avais ma sortie. J'avais ma liberté. Et j'avais fait tout cela dans l'ombre, pendant que ma famille était occupée à se disputer pour savoir qui apporterait le meilleur vin pour impressionner les beaux-parents. Le message texte, passé un moment merveilleux, était toujours marqué, distribué. Il n'avait pas été lu. Ma mère, je le savais, le laissait reposer. Elle me laissait reposer. Elle attendait la suite inévitable, le « pourquoi », les sentiments blessés, l'appel où je serais émotive et où elle serait logique et apaisante, expliquant les « logistiques sociales difficiles » de la saison des fêtes. Je lui ai refusé cette opportunité. J'ai continué ma soirée. J'ai fait une tasse de thé. J'ai lu 3 rapports techniques sur de nouvelles vulnérabilités de cryptage. Je n'ai plus vérifié mon téléphone. Le message de suivi est arrivé, comme je le savais, le lendemain matin. C'était une frappe stratégique et préventive conçue pour gérer ma réaction. Léa, j'espère que tu comprends. C'est juste que ce serait moins gênant pour Marc d'accueillir tout le monde avec ses nouveaux beaux-parents, le médecin et l'avocate. C'est beaucoup de pression sur Sarah. Nous voulions leur faciliter les choses. Moins gênant. J'ai fixé les mots. Je n'étais pas de la famille. J'étais une variable gênante, une logistique sociale trop compliquée à résoudre. Avec ça, je pouvais travailler. Ce n'était pas un appel émotionnel. C'était une décision d'affaires. Et je comprenais les affaires. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma tante, celle qui organisait toujours l'arbre généalogique sur un disque partagé dans le cloud, était notoirement mauvaise en matière de sécurité numérique. Je l'avais aidée à configurer son compte des années auparavant. J'avais toujours les identifiants de récupération. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour accéder au disque familial partagé. C'était là, un dossier intitulé « Noël 2023 ». À l'intérieur, un document, liste des invités, finale. J'ai cliqué dessus. C'était un tableur, une liste de noms, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Et là, près du haut, se trouvait mon nom, Léa Martin. Et à côté, en texte rouge et barré, il y avait un commentaire de ma mère, daté de 3 jours, discuté en réunion de famille. Je gère. Une réunion de famille. Une à laquelle je n'avais pas été invité. Une réunion où j'étais un point à l'ordre du jour à gérer. Je n'étais pas une personne. J'étais un problème. J'ai fermé le document. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas laissé d'empreinte numérique. Je me suis déconnecté. J'ai ressenti un calme étrange et froid. Le dernier lambeau de brouillard, l'espoir persistant et enfantin que tout cela n'était qu'une erreur, s'est évaporé. C'était une exécution, planifiée et ratifiée par un comité. Je n'ai pas répondu au message de ma mère. Au lieu de cela, j'ai fait un autre type de recherche. J'ai trouvé le complexe hôtelier où mon frère et ma belle-sœur organisaient la fête. C'était un endroit exclusif et tape à accent Graveleuil dans les montagnes, du genre avec un service de voiturier pour les skis. J'ai trouvé le forfait événementiel qu'ils avaient probablement réservé. J'ai extrait une image satellite à haute résolution du pavillon principal d'un serveur public. J'ai regardé la vaste terrasse, l'énorme cheminée extérieure, les jardins parfaitement entretenus. Joli, ai-je dit à la pièce vide, mais pas pour moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Evelyne. Son message était simple. Ta mère m'a expliqué le plan. Si tu es triste, viens ici. J'ai ce pain d'épices noires. J'ai regardé le message, et la glace autour de mon cœur s'est un peu fissurée. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas trouvé d'excuse pour ma mère. Elle a juste offert un sanctuaire. Elle a offert du gâteau. J'ai répondu, mes doigts bougeant rapidement maintenant. Grand-mère, j'ai un plan. Ce n'est pas du gâteau. C'est mieux. Comment va ta hanche? Sa réponse a été presque instantanée. Vieille, mais elle voyage encore. Qu'est-ce que tu mijotes, mon enfant? Je t'appelle dans 1 heure, ai-je écrit. Fais une valise. Puis l'opération a commencé. Je n'étais plus Léa Martin, la fille exclue. J'étais Léa Martin, l'architecte. Mon objectif n'était pas d'organiser un meilleur Noël. Mon objectif était de créer un souvenir si profond, si parfait, que le camouflet de ma famille deviendrait ce qu'il était vraiment, sans importance. D'abord, le lieu. J'ai ouvert le navigateur. Hôtel de Crillon,
Paris. J'y avais séjourné une fois pour une réunion d'affaires. Ce n'était pas seulement un hôtel, c'était une déclaration. Il donnait sur la place de la Concorde. J'ai réservé la suite Bernstein, une chambre d'angle avec des balcons et une vue sur la tour Eiffel. J'ai payé avec la carte de ma fiducie privée, celle dont le conseiller financier de ma famille ne connaissait pas l'existence. Ensuite, l'événement principal, la veille de Noël. Pendant qu'ils géreraient la gêne de leurs nouveaux beaux-parents, je gérerais un autre type de détail. J'ai appelé directement le concierge de l'hôtel. J'ai besoin d'une salle à manger privée pour la soirée du 24 pour 2 personnes. Oui, juste 2. J'aimerais avoir la meilleure vue sur la place, et je veux des fleurs, des pivoines, si vous pouvez en trouver en hiver. Ce sont ses préférés. J'ai confirmé la réservation. J'ai sélectionné le menu, un réveillon français classique, et je l'ai payé à l'avance. Puis, le souvenir. Ma grand-mère n'était pas matérialiste. C'était une femme d'histoire, de moment. Je devais honorer cela. J'ai engagé une petite équipe de tournage parisienne discrète, une équipe de 2 personnes que j'ai trouvées par l'intermédiaire d'une société de production de films d'art et d'essai. Je leur ai envoyé un courriel avec des instructions claires, ce n'est pas une vidéo d'influenceur. C'est un hommage. Vous devez être invisible. Vous capturez l'histoire d'une femme de 80 ans qui voit Paris pour la première fois. C'est pour elle. C'est pour la mémoire. Je suis allé plus loin. Je me suis souvenu d'une histoire qu'elle m'avait racontée à propos d'une carte postale qu'elle avait sur son miroir depuis 40 ans. C'était une peinture du musée d'Orsay, une peinture spécifique, une œuvre impressionniste mineure, mais c'était celle qu'elle aimait. J'ai contacté le bureau des conservateurs du musée. J'ai expliqué la situation. J'ai fait un don important à leur fonds d'éducation artistique. En retour, ils ont accepté une visite privée, après les heures d'ouverture, pour Madame Evelyne, le 23. Ils ouvriraient la galerie qu'elle aimait juste pour elle. Pas de foule. Juste elle et la peinture. Le plan était solide, mais il avait besoin d'une touche personnelle. Je suis allé dans mon placard, dans une housse à vêtements au fond. À l'intérieur se trouvait le vieux manteau de ma grand-mère, un beau manteau en laine classique des années 1960. Elle me l'avait donné, mais il était trop petit. Je l'avais gardé, avec l'intention de le faire restaurer. Je l'ai apporté au meilleur tailleur de Seattle. J'ai besoin de le faire redoubler, ai-je dit. Et j'ai besoin d'une étiquette personnalisée cousue à l'intérieur, sur le cœur. Le tailleur m'a regardé. Que doit dire l'étiquette? Evelyne Delaney. Passage à Paris. 2023. Il a hoché la tête, un petit sourire entendu. Il sera prêt. Il y avait 2 derniers problèmes pratiques. D'abord, le confort d'Evelyne. Mon appartement à Seattle était ma forteresse, mais ce n'était pas un foyer pour elle. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une seule clé de haute sécurité. La clé du Penthouse que j'avais acheté, celui 2 étages au-dessus du mien, que je gardais vide comme maison d'amis et lieu de réflexion tranquille. C'était sa voie d'évasion, un endroit en ville où elle pouvait aller à tout moment, sans poser de questions, si jamais elle avait besoin de s'éloigner du bruit de la famille. J'ai mis la boîte dans mon sac. Deuxièmement, la communication. Je n'allais pas laisser ma grand-mère se débattre avec des forfaits téléphoniques internationaux. Je suis allé au magasin et j'ai acheté 2 smartphones flambant neufs et haut de gamme. J'ai passé 1 heure à les configurer. J'ai configuré le mien avec mes identifiants. Pour le sien, j'ai simplifié l'interface. J'ai supprimé toutes les applications sauf photo, météo, et un seul, grand bouton sur l'écran d'accueil, une photo de mon visage. Je l'ai programmé. Une seule touche, lui dirai-je. C'est tout ce que tu as à faire pour m'appeler, n'importe où dans le monde. J'ai activé un forfait d'itinérance mondiale illimité sur les 2 appareils. Mon dernier acte de préparation a été un courriel. J'ai compilé l'itinéraire complet, vol, hôtel, heure de visite, réservation de dîner. J'ai joint ses informations médicales et sa pharmacie préférée. Je l'ai envoyé à son médecin traitant à Spokane. Sujet, autorisation médicale pour voyage international, Delaney. J'ai exposé le plan, la marche minimale requise, le confort et les soins que j'avais organisés. Je lui ai demandé de confirmer ses ordonnances et de lui donner son accord pour voyager. Je me suis penché en arrière. Mon calendrier était plein.
Mes finances étaient déployées. Ma logistique était verrouillée. J'ai pensé à la réunion de famille, au trait rouge sur mon nom, au message sur la gêne. Je n'enverrai pas un seul message de colère. Je ne passerai pas un seul coup de fil. Je n'argumenterai pas, ne me défendrai pas, ne demanderai pas d'excuses. Je créerai simplement un souvenir si lumineux et si beau qu'ils jetteraient leur Noël mesquin et organisé dans une ombre permanente. Mon silence serait plus fort que n'importe quel argument que je pourrais jamais faire. J'ai conduit jusqu'à Spokane dans une berline noire de location, du genre qui se fond dans la masse. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je suis allé directement chez Evelyne. Elle attendait sur le porche, portant son vieux manteau de laine et un petit sac à main en tapisserie avec un fermoir en laiton usé. C'était le même sac qu'elle avait porté à ma remise de diplôme du lycée. « Tu es en retard, mon enfant, dit-elle, ses yeux pétillants. »« Je sais, grand-mère. »« La circulation. »« Il n'y a pas de circulation à Spokane, renifla-t-elle. Mais elle m'a laissé prendre son bras et la conduire à la voiture. L'aéroport international de Seattle-Tacoma le 22 décembre était une constellation frénétique de lumière et de stress. Les gens couraient avec des sacs surchargés, criant après les enfants, leurs visages tendus par l'anxiété des voyages de vacances. Nous avons contourné tout cela. J'ai guidé Evelyne vers l'enregistrement dédié de la première classe. Il n'y avait pas de file d'attente. Une femme dans un uniforme impeccable nous a souri. « Bonsoir. Où volons-nous ce soir ? » ?»« Paris, » ai-je dit, en posant nos passeports sur le comptoir. La femme a regardé nos billets, puis Evelyne, qui se tenait là, serrant son vieux sac à main. Le sourire professionnel de la femme s'est adouci en quelque chose de sincère. « Madame, dit-elle à Evelyne, le salon est juste après la sécurité. Laissez-moi vous trouver une escorte en fauteuil roulant pour que vous n'ayez pas à marcher. »« Oh, je peux marcher, » commença Evelyne. « J'insiste, dit gentiment la femme. Cela fait partie du service. » Dans l'avion, la cabine était plus grande que mon premier appartement de Tacoma. Evelyne a passé sa main sur la coque lisse et incurvée. Une hôtesse de l'air est apparue instantanément, offrant du champagne. Evelyne, qui ne buvait habituellement qu'un petit Kérès à Noël, a pris le verre. Elle s'est installée dans le siège, qui se dépliait déjà en un lit plat. Elle a regardé par-dessus la cloison vers moi, son visage un mélange d'admiration et de profonde suspicion. « Léa, es-tu sûre de ça ? » ? C'est trop. Combien ça a coûté ? Je me suis penché de l'autre côté de l'allée. Grand-mère, peu importe combien ça a coûté. Ce n'est que de l'argent. Je t'emmène juste à l'endroit où tu as toujours rêvé d'aller. L'endroit que tu avais sur cette carte postale. Ses yeux se sont embués, juste pour une seconde. Le monnaie, a-t-elle murmuré. Elle a pris une gorgée de champagne. Eh bien, d'accord alors. Nous avons atterri à Charles de Gaulle à l'aube. L'air était froid et vif. En sortant de la file de douane privée, un homme en costume sombre attendait. Il ne tenait pas une pancarte générique, Martin. Il tenait une planche de bois poli, élégamment lettrée, Madame Evelyne. Evelyne l'a vu et a mis sa main sur sa poitrine. Elle n'avait jamais de sa vie été Madame Evelyne. Elle avait été Evie ou Madame Delaney ou Maman ou Grand-mère. L'homme s'est légèrement incliné, a pris son petit sac et nous a conduits à une Mercedes noire. L'hôtel de Crillon. Le hall en marbre sentait légèrement les lys et la cire d'antan. Ils ne nous ont pas demandé d'attendre à un comptoir. Le directeur nous a accueillis à la porte. Madame Martin, Madame Delaney, bienvenue. Votre suite est prête. Nous avons pris un ascenseur tapissé de velours. Il a ouvert les doubles portes de la suite Bernstein, et la première chose que nous avons vue, c'est la lumière. C'était une pâle lumière matinale parisienne qui inondait la pièce par 3 séries de portes-fenêtres allant du sol au plafond. Et au-delà, la vue, la place de la Concorde s'étalant en contrebas, l'obélisque, les fontaines, et au loin, parfaitement encadrée entre 2 bâtiments, la tour Eiffel. Evelyne marchait comme en transe, passant devant les pivoines que j'avais commandées, qui se trouvaient sur une cheminée en marbre. Elle a traversé le salon, et passé devant le lit king size. Elle est allée directement au balcon central, a ouvert les portes et est sortie. La ville se réveillait. Le bruit de la circulation était un bourdonnement lointain et civilisé. Elle a posé ses mains usées par le temps sur la balustrade de pierre froide. Elle a juste regardé. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis,
un seul soupir satisfait. Eh bien, dit-elle à la ville. Enfin. Cet après-midi-là, après qu'elle ait fait une sieste sur des draps qu'elle a qualifiés de « faits de nuages », nous nous sommes promenés. Je l'ai laissé fixer le rythme. Nous sommes descendus jusqu'à la rivière et avons lentement traversé le pont Alexandre III. Le pont était absurdement orné, tout en statues dorées et en lampadaires sombres. Elle s'est arrêtée au milieu, s'appuyant sur la balustrade pour regarder la Seine. Tu sais, dit-elle, sans me regarder, quand j'avais 22 ans, je travaillais dans une boulangerie à Spokane. Je me levais à 4 heures du matin. J'économisais chaque pourboire, absolument chaque pourboire. J'avais un bocal, et j'avais mis une photo de cette ville dessus. Elle a ri, un petit rire sec. Je voulais venir ici. J'ai économisé pendant 2 ans. J'avais presque assez pour le billet de bateau. Pas d'avion, un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Oh, dit-elle en agitant la main, la vie. Le père de ton grand-père est tombé malade. La ferme avait besoin d'aide. L'argent est parti dans un moteur de tracteur. Et comme ça, il avait disparu. On n'a pas de seconde chance à 22 ans. Je lui ai pris le bras. Parfois, on les ajuste à 80. Je l'ai emmené faire les magasins, pas dans les grandes boutiques intimidantes des Champs-Élysées. Je l'ai emmené dans une petite boutique tranquille du Marais. Je connaissais la propriétaire, une femme chic dans la soixantaine qui a vu Evelyne et a immédiatement compris. Elle n'a pas essayé de lui vendre quelque chose de tendance. Elle a sorti une belle robe simple en laine douce grise et un châle en cachemire assorti. Evelyne l'a essayé. C'était parfait, sauf que l'épaule était un peu raide. La propriétaire a appelé un tailleur qui travaillait à l'arrière. Il a jeté un coup d'œil, a hoché la tête et est revenu 10 minutes plus tard, la couture de l'épaule parfaitement ajustée, reposant chaleureusement sur sa silhouette. Evelyne s'est regardée dans le miroir. Elle ne ressemblait pas à une touriste. Elle avait l'air d'être à sa place. Ce soir-là, le 23, était pour le musée. Les salles principales du musée d'Orsay étaient sombres et silencieuses. Un seul conservateur nous a accueillis à une entrée latérale. Nous avons marché sur le sol en verre, nos pas résonnant dans la vaste gare vide. Il nous a conduites jusqu'à la galerie impressionniste. Elle était fermée par une corde, mais il a décroché la corde de velours pour nous. S'il vous plaît, dit-il, prenez votre temps. Evelyne l'a trouvée instantanément. La carte postale. La peinture qu'elle avait regardée pendant 40 ans. C'était un Monet simple, un paysage calme, pas l'un de ses plus célèbres. Elle s'est approchée, plus près que n'importe quel gardien ne le permettrait normalement. Elle l'a juste fixé, la tête inclinée. Le caméraman que j'avais engagé, un jeune homme qui ressemblait plus à un étudiant, était à 6 mètres de là, sa caméra basse. Il ne filmait pas Evelyne, il filmait la peinture puis se tournait lentement vers son visage, capturant le reflet de la toile dans ses yeux. Elle a tendu la main, son doigt tremblant, et a effleuré le bord du lourd cadre doré. Une seule larme a tracé la ligne sur sa joue. Elle n'était pas triste. C'était la larme d'une dette qui était payée. Plus tard, nous avons dîné. Pas au grand hôtel, mais dans un petit bistrot d'une rue adjacente, du genre avec des nappes à carreaux et un propriétaire bourru et amical. Nous avons mangé du coq au vin et bu un vin rouge simple et robuste. Quand le propriétaire a entendu notre histoire, que c'était la toute première soirée d'Evelyne à Paris, la veille de Noël, il a apporté 2 petits verres de Calvados, l'eau-de-vie de pomme, offert par la maison. À Noël, madame, dit-il en levant son propre verre de derrière le bar. À Paris. Alors que nous étions assises là, Evelyne riant, son visage rougi par le vin et la chaleur, j'ai sorti le nouveau téléphone. J'ai ouvert l'appareil photo. J'ai pris une courte vidéo. C'était juste 30 secondes, juste elle levant son verre, les lumières du bistrot scintillant derrière elle. J'ai regardé le clip. Il était parfait. C'était la vérité. J'ai ouvert mon application de messagerie. Je suis allé sur le groupe de discussion familiale, celui rempli de conversations sur les décorations de table et les beaux-parents médecins. J'ai joint la vidéo. J'ai longtemps réfléchi à la légende. J'aurais pu ne rien dire. J'aurais pu dire « Joyeux Noël de Paris ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tapé une phrase. À la seule personne qui a cru en moi avant que je ne croie en moi-même. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Il a fallu moins de 5 minutes.
Mon téléphone, celui dans ma poche, a commencé à vibrer. Pas une seule fois. Il a commencé à pulser. Un bourdonnement incessant et frénétique. Messages, textos, appels manqués. Je les ai ignorés. Qu'est-ce que c'est que tout ça, ma chérie, a demandé Evelyne, finissant son eau de vie. J'ai sorti le téléphone. L'écran de verrouillage était une cascade de notifications. Ma mère, mon père, mon frère, mes tantes. Où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as emmené grand-mère à Paris? Appelle-moi tout de suite. Pourquoi ferais-tu ça? Mon cousin, celui qui vivait sur les réseaux sociaux, avait fait une capture d'écran de la vidéo et l'avait publiée dans sa story Instagram publique. L'allumette avait été craquée. Le feu se propageait. J'ai regardé le chaos sur mon écran. Puis j'ai regardé Evelyne, qui faisait signe pour l'addition. J'ai mis le téléphone en silencieux. Ce n'est rien, grand-mère, ai-je dit. Juste le travail. Je lui ai montré le bouton d'appel à une touche que j'avais créée pour elle. C'est ton nouveau téléphone. Si tu as besoin de moi, tu appuies juste sur mon visage. Elle a regardé le téléphone, puis mon appareil bourdonnant et frénétique. Il s'ennuie, Léa, dit-elle en haussant les épaules pour enfiler son nouveau manteau, celui avec l'étiquette cachée. Ils n'ont rien de mieux à faire. Paye l'homme. Nous avons un programme à respecter. Le retour à l'hôtel s'est fait en silence. La chaleur du bistrot s'est estompée, remplacée par l'air frais et vif de la nuit parisienne. Le bras d'Evelyne était passé dans le mien. Elle n'a pas posé de questions sur le téléphone, et je n'ai pas offert d'explications. À l'intérieur de la suite, l'éclairage doux et la vue sur la ville illuminée ressemblaient à un sanctuaire, mais le téléphone sur la table était une grenade clignotante. Je me suis assise sur le canapé. Evelyne est allée sur le balcon, regardant la ville. C'est magnifique la nuit, dit-elle, sa voix calme. Toutes ces lumières. J'ai pris le téléphone. 22 appels manqués. 47 messages textes. J'ai ouvert le premier. Ma mère. Tu dois m'appeler immédiatement. Ce n'est pas drôle, Léa. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a décroché avant la fin de la première sonnerie. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Sa voix n'était pas inquiète. Elle était tranchante, froide et vibrante de rage. Bonsoir, mère. Je rentre juste à l'hôtel. Ne me dis pas bonsoir. Tu as emmené ta grand-mère hors du pays sans prévenir personne. Fais-tu ça juste pour me contrarier? Pour nous faire passer pour des méchants? J'ai regardé Evelyne, qui observait toujours paisiblement la circulation autour de l'obélisque. Je me suis retourné, baissant la voix. Je suis avec la personne qui m'a invité, maman. Tu as été très clair sur ta liste d'invités. J'ai juste fait d'autres plans. Tu, balbutia-t-elle. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Donne-moi le téléphone, Carole. Sa voix a retenti dans l'appareil. Léa, qu'est-ce que c'est que ça? Noël, c'est pour la famille. C'est pour être ensemble. On ne s'enfuit pas en Europe avec sa grand-mère comme ça. Être ensemble ne commence pas par désinviter quelqu'un par un message texte, papa. C'était un malentendu, a-t-il crié. Ta mère essayait juste de gérer les beaux-parents. C'est compliqué. Ça ne m'a pas semblé compliqué, ai-je dit, ma voix plate et froide. La liste des invités était très claire. Mon nom avait une ligne rouge dessus. Je gère. Vous avez géré. Maintenant, je gère mes propres vacances. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout. Il ne savait pas que j'avais vu. Comment as-tu? Ce n'est pas la question. La question est que tu es source de division et cruelle, et tu perturbes ta grand-mère. Elle a l'air d'aller bien, ai-je dit. Elle est sur le balcon en train de profiter de la vue sur la place de la Concorde. Mais merci de t'en inquiéter. Je dois y aller. Tu ne vas pas me raccrocher au nez. J'ai appuyé sur l'icône rouge. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était lourd. Mon téléphone a immédiatement vibré à nouveau. Ma mère. J'ai refusé l'appel. Il a vibré à nouveau. Un message texte d'un numéro que je reconnaissais mais que j'utilisais rarement. Ma belle-sœur, Sarah, l'avocate. Son message était différent. Léa, je n'avais aucune idée que tu étais aussi riche.
Mes parents posent des questions. C'est très gênant. J'ai fixé le message. C'était ça le vrai problème. Pas le bonheur de ma grand-mère, pas la famille fracturée. La performance avait été perturbée. Les nouveaux beaux-parents, le médecin et l'avocate, étaient confus. Le récit du fils humble et réussi et de la fille difficile et vieille fille s'effondrait. J'ai tapé une réponse. Tu n'avais pas besoin de savoir. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. Un nouveau message a réussi à passer le filtre. Mon frère, Marc. Ce n'était pas un texte, c'était une photo. Ses deux enfants, un garçon et une fille, emmitouflés dans des combinaisons de ski, construisant un bonhomme de neige de travers. C'étaient des enfants mignons. La légende disait, tante Léa leur manque. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne viens pas. La culpabilité. L'arme finale est prévisible. Celle qu'ils utilisaient toujours, déployant les enfants comme un bouclier. J'ai regardé la photo. Puis j'ai regardé Evelyne, qui était rentrée à l'intérieur et se versait un petit verre d'eau. J'ai pris une photo, juste un simple cliché spontané, Evelyne dans la magnifique suite d'hôtel avec les lumières de Paris scintillant derrière elle. Elle souriait, un petit sourire content. J'ai envoyé la photo à mon frère. Pas de texte, pas de légende. Juste son sourire, contrant le sien. Mon téléphone a de nouveau vibré. Ma mère. Elle avait trouvé un nouvel angle. Léa, tu ne comprends pas. Notre maison est petite. Nous essayons d'accueillir toute la famille de Sarah. C'était juste une question d'espace. C'était juste trop difficile à organiser. Trop difficile. Trop petit. Je suis allé sur mon ordinateur portable. Je me suis reconnecté au disque cloud de ma tante. J'ai trouvé le dossier du complexe hôtelier. J'ai trouvé le contrat du traiteur. Il incluait une photo de la salle familiale privée qu'ils avaient réservée pour le dîner de la veille de Noël. C'était une vaste salle rustique avec des plafonds voûtés, une cheminée en pierre, et des places pour 50 personnes. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à ma mère. On dirait qu'il y a beaucoup de place, à mon avis. Cette fois, le silence a été plus long. Puis, un nouveau message de ma tante Carole, la sœur de ma mère. Léa, ma chérie, je dois être honnête avec toi. Ils ont eu une réunion, ta mère et ton père. Ils ont dit que tu étais devenu difficile à qui parler, que tu es intense, et qu'ils ne voulaient pas perturber la dynamique avec les nouveaux beaux-parents. Ils ont dit que tu ne cadrerais pas avec l'ambiance joyeuse. J'ai lu le message, et la dernière pièce du puzzle s'est mise en place, la vérité finale, froide et dure. Il ne s'agissait jamais de l'espace. Il ne s'agissait jamais de l'argent ou de la difficulté ou de la logistique. Il s'agissait de hiérarchie. C'était un ordre hiérarchique. J'étais l'échec enregistré de la famille, la bizarre, la silencieuse. Et quand les nouveaux beaux-parents de haut statut sont arrivés, j'étais celle qui devait être déplacée à la table des enfants, puis hors de la pièce entièrement, de peur que mon intensité ne gâche l'ambiance joyeuse. J'ai réalisé avec une clarté glaçante que mon succès était en fait le problème. Tant que j'étais la consultante silencieuse et en difficulté, j'étais gérable. Mais la femme qui avait vendu une entreprise, la femme qui avait disparu et réapparu avec des ressources, cette Léa-là était une menace pour l'ordre établi. Elle devait être gérée. Elle devait être remise à sa place. Evelyne s'est approchée et s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Elle avait entendu ma partie de la conversation. Elle avait vu l'expression sur mon visage. Elle a tendu la main et a posé sa petite main ridée sur la mienne, immobilisant mes doigts qui tapaient déjà une réponse en colère à ma tante. Léa, dit-elle, sa voix ferme mais gentille. Arrête d'expliquer. Arrête de te défendre. Tu as passé ta vie à leur donner des explications, et ils n'ont jamais, pas une seule fois, pris la peine d'écouter. Elle m'a serré la main. Tu es là. Je suis là. C'est ça qui est réel. Ça. Ce n'est que du bruit. Laisse-les parler. Toi et moi, nous avons un programme. Maintenant, en direct. J'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai expiré. J'ai retourné le téléphone, face contre la table. Elle avait raison. Je suis allé sur mon ordinateur portable pour vérifier les détails pour la veille de Noël. Un courriel attendait dans ma boîte de réception sécurisée, celle que j'utilisais pour les questions juridiques et financières. Il n'était pas de ma famille.
Il venait de Monsieur Harrison, le conseiller de la fiducie familiale de l'année, la fiducie que mon grand-père avait créée et dont Evelyne était la seule fiduciaire restante. Le courriel était marqué « Urgent ». Madame Martin. Je vous contacte à la demande de votre grand-mère. Nous avons parlé cet après-midi. Elle a décidé d'apporter une mise à jour significative au statut de la fiducie, notamment en ce qui concerne l'ordre de succession de sa tutelle fiduciaire. Elle vous a nommé comme unique fiduciaire successeur et future exécutrice testamentaire. C'est un changement substantiel par rapport au document précédent, qui mentionnait votre père et votre oncle. Elle a été très précise sur les changements. Elle souhaite également restructurer les directives caritatives de la fiducie. Elle m'a demandé de vous contacter pour faciliter cela. Elle a mentionné que vous étiez à Paris. Je peux organiser la venue d'un notaire et d'un conseil juridique pour vous rencontrer demain. Si vous êtes d'accord, veuillez m'en informer. J'ai lu le courriel 2 fois. J'ai levé les yeux vers Evelyne. Elle me regardait, ses yeux vifs. Elle savait. Grand-mère, es-tu sûre? C'est mon argent, Léa, dit-elle simplement. Enfin, c'était celui de ton grand-père et de son père. Il était destiné à construire des choses. Il était destiné à aider. Il n'était pas destiné à être une caisse noire pour impressionner des médecins et des avocats. Ce sera une guerre, ai-je dit. Ça a toujours été une guerre, mon enfant, dit-elle. Tu as juste été la seule à ne pas être armée. Maintenant, à propos de cet argent. C'est pour aider les gens. Des gens comme toi. Des gens qui paient le droit d'entrée. Il est temps d'aider les gens qui font encore la queue. Es-tu d'accord ou non? J'ai hoché lentement la tête. Je suis d'accord. Bien. Mon téléphone personnel, celui que j'avais mis en silencieux, s'est allumé avec un nouveau type de notification, un appel vidéo de groupe. Ma mère rassemblait les troupes. Je l'ai laissé sonner. Tu ne vas pas répondre, a demandé Evelyne. À quoi bon? Ce n'est que du bruit en plus. Réponds, dit-elle, avec un nouveau ton d'acier dans la voix. Il est temps. Mais nous le ferons à mes conditions. J'ai appuyé sur le bouton d'acceptation. L'écran s'est rempli de leurs visages, tous entassés sur un canapé dans le complexe de montagne. Ma mère, mon père, mon frère. Leurs visages étaient orageux. Léa, commença ma mère, sa voix aiguë. Nous devons parler de ça. Tout ça, ce malentendu doit être éclairci tout de suite. Je l'ai juste regardé. Avant que je puisse répondre, Evelyne s'est penchée dans le champ de la caméra. Elle souriait, un sourire d'hôtesse polie et distant. Carole, ma chérie, dit-elle, sa voix aussi lisse que du verre. Quelle surprise! Nous nous préparions juste à aller nous coucher. Le visage de ma mère s'est figé. Maman, qu'est-ce que Léa? Qu'est-ce que tu as fait? Léa m'a fait la gentillesse d'une invitation, dit Evelyne, ce qui est plus que ce que je peux dire de certains. Bon, vous voulez éclaircir les choses? Merveilleux. Nous dînerons demain soir, la veille de Noël, dans un salon privé. Vous savez tous où nous sommes. Venez si vous voulez, ou ne venez pas. Elle a tendu la main et, d'un doigt parfaitement manucuré, a mis fin à l'appel. Le salon privé de l'hôtel de Crillon était un décor de théâtre pour un acte final. La pièce était longue et étroite, dominée par une table en acajou sombre qui brillait sous la faible lumière vacillante d'une douzaine de bougies épaisses. L'air sentait la vieille cire et le parfum vif et impossible des pivoines d'hiver, disposées dans de bas vases en cristal. Dans le coin le plus éloigné, un quatuor à cordes jouait un arrangement calme et complexe de « The Christmas Song ». À travers les hautes portes-fenêtres, la place de la Concorde scintillait, un univers de lumière loin du monde que nous avions laissé. Au fond de la pièce, au-dessus d'une cheminée en marbre, un grand écran sombre était monté. Il était actuellement quiescent, n'affichant que 5 mots élégamment calligraphiés, Evelyne, un Noël parisien. Evelyne était assise en bout de table, le dos droit. Elle portait la nouvelle robe en laine grise, et elle ressemblait moins à une grand-mère de Spokane qu'à la matriarche d'un empire. J'étais assise à sa droite. Le caméraman et son assistant étaient dans le coin à côté des musiciens, impossible à distinguer, leur équipement petit et sombre. Un sommelier, portant un tasse-vin en argent, a versé une petite mesure de champagne dans le verre d'Evelyne. Elle l'a levé, sa main parfaitement stable. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé le long de la table vide,
comme si elle s'adressait à un conseil d'administration au complet. Léa, dit-elle, sa voix claire et résonnante dans la pièce silencieuse, à un Noël où personne n'est forcé de se sentir petit. Elle a pris une gorgée. J'ai levé mon propre verre. À Evelyne, ai-je dit. J'ai fait un signe de tête au préposé de l'hôtel qui se tenait discrètement près de la porte. Les lumières de la pièce se sont encore tamisées, ne laissant que les bougies et la lueur de la ville. Le quatuor à cordes a adouci son jeu, et un nouveau son a émergé des haut-parleurs cachés, une partition cinématographique subtile. L'écran a pris vie. L'hommage vidéo n'était pas ce que ma famille pensait. Le vidéaste avait habilement tissé le passé dans le présent. Il a commencé avec les vieilles photographies numérisées que je lui avais données. Des images granuleuses des années 1970 et 80, mon grand-père, grand et mince, ma mère adolescente, rebelle et brillante. Puis il est passé à une série de Noël des années 1990. La caméra aimait mon frère, Marc, rayonnant, tenant un nouveau ballon de football, Marc debout près de la cheminée entouré de cadeaux, Marc en bout de table découpant une dinde. Et en arrière-plan de 3 clichés différents, je m'étais retrouvé, un fantôme au festin. Dans l'un, je n'étais qu'un flou de pull marron, visible par-dessus l'épaule de mon père, mes mains dans l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle. Dans un autre, j'étais assise seule en bas de l'escalier, regardant la famille ouvrir les cadeaux, mon visage à moitié caché. La musique a enflé, et l'écran est passé au noir. Un seul mot est apparu en fondu, blanc sur noir, aujourd'hui. La partition a changé. L'écran s'est rempli de couleurs, vives et vibrantes. C'était Evelyne sortant sur le balcon de l'hôtel pour la première fois, ses mains agrippant la balustrade de pierre froide. C'était Evelyne, son visage à quelques centimètres du Monet à Orsay, ses yeux humides de la reconnaissance d'un rêve vieux de 40 ans. C'était Evelyne, la tête renversée en arrière, riant dans le bistrot, son visage rougi par le vin et la chaleur de la pièce. Le caméraman avait capturé le moment, passant de son visage joyeux à la tour Eiffel alors qu'elle explosait dans sa cascade de lumière horaire. Evelyne se regardait, la main pressée contre ses lèvres. Quand la scène du bistrot a été jouée, elle a laissé échapper un petit rire aigu de pur délice. « Ah » a-t-elle murmuré à l'écran. « Me voilà. » Enfin. La vidéo s'est terminée par un long plan lent de la scène à l'aube, l'eau comme de l'acier poli. Alors que l'écran s'estompait au noir, j'ai cherché la main d'Evelyne sous la table. Sa peau était comme du papier, mais sa poigne était comme un étau. Un seul flash étouffé, presque invisible, a illuminé nos mains jointes. Le caméraman avait son cliché. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Un serveur s'est avancé pour présenter le premier plat, et mon téléphone, posé délibérément sur la table à côté de mon assiette, s'est allumé et a commencé à vibrer. Ce n'était pas un texto. C'était un appel vidéo de groupe entrant. Ma mère. Evelyne a regardé le téléphone bourdonnant, puis moi. Un petit sourire satisfait a touché les coins de sa bouche. Pile à l'heure, dit-elle. J'ai appuyé sur le bouton vert. J'ai calé le téléphone contre le lourd centre de table en argent. Leurs visages ont inondé le petit écran, un fouillis chaotique de colère et de confusion. Ma mère était au premier plan, son visage pâle et pincé. Mon père se tenait au-dessus de son épaule, son expression tonitruante. Sur un canapé derrière eux, j'ai vu mon frère et Sarah, sa femme avocate. Je pouvais même voir ma tante et mon oncle, entraînés dans le drame. Ils étaient entassés dans le pavillon rustique et coûteux de Washington, la grande cheminée en pierre rugissant derrière eux, leur Noël parfait interrompu. Léa, commença ma mère, sa voix aiguë et métallique à travers le haut-parleur du téléphone. Quelle est la signification de tout ça? Ça. Cette histoire, ton cousin l'a vue. Il l'a envoyée à tout le monde. Tout le monde appelle. Qu'est-ce que tu as fait? Ils avaient vu les retombées sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas vu l'hommage. Joyeux Noël, mère, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Nous nous apprêtions juste à dîner. Ne me dis pas Joyeux Noël, a-t-elle crié. Tu essaies d'humilier cette famille. Tu prends ma mère. Carole. La voix d'Evelyne n'était pas forte. Elle était basse, froide et absolue. Elle a tranché la panique montante de ma mère comme la lame d'un chirurgien. Tout le monde à 3000 miles de la sais-tu. Vous vouliez éclaircir le malentendu, dit Evelyne, se penchant vers la vue du téléphone. Nous l'éclaircissons maintenant. Regardez. Elle a fait un signe de tête au préposé de l'hôtel.
Monsieur, s'il vous plaît. L'AirPlay. Le préposé a tapoté une petite tablette. L'écran de mon téléphone a clignoté, puis son image a été reflétée sur l'écran géant au-dessus de la cheminée. En même temps, j'ai partagé mon écran avec l'appel vidéo de groupe. Le visage de mon frère est devenu vide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? L'écran dans notre salon parisien et l'écran entre leurs mains à Washington montraient maintenant exactement la même chose. Ce n'était pas une vidéo. C'était un document numérique propre, un PDF. Le titre était en haut, en Times New roman austère et impitoyable, premier amendement à la fiducie familiale Evelyn Thomas Delaney. J'ai entendu une inspiration brusque. C'était Sarah, l'avocate. Elle savait ce que c'était. En tant qu'unique fiduciaire vivante, dit Evelyn, sa voix aussi calme qu'un lac gelé, j'ai chargé mon conseil d'apporter quelques mises à jour significatives. Elles ont été ratifiées et déposées ce matin. Léa, si tu veux bien. J'ai fait défiler jusqu'au premier point. Ma voix était plate, la voix que j'utilisais pour lire des spécifications techniques. Point 1, ai-je dit, la création de la bourse d'études pour la technologie des petits-enfants de l'année. Cette bourse distribuera 500 000 $ par an, à perpétuité, pour être attribuée à des étudiantes de première génération en informatique et en ingénierie, avec une priorité accordée aux candidates de l'État de Washington. Le visage de mon père virait à une nuance de rouge dangereuse. Evelyn, tu ne peux pas. La fiducie, c'est notre. Je peux, dit Evelyn. C'est fait. Point 2, Léa. J'ai fait défiler à nouveau. Point 2. Tous les actifs immobiliers actuellement détenus par la fiducie dans le comté de King, Washington. J'ai fait une pause. Mon père avait l'air confus. Ma mère était perdue. Mais Sarah, l'avocate, a fermé les yeux. Elle connaissait les registres du comté. Point spécifiquement, la propriété au Four Seasons Private Residence Seattle, unité 28B, sera immédiatement transférée, titre et tout, à la nouvellement formée fondation Delaney Pathway. Quelle fondation? Demanda mon frère, sa voix faible. Une fondation à but non lucratif, ai-je dit, dédiée au financement de l'éducation STEM pour les filles défavorisées du collège. La fondation sera gouvernée par un conseil d'administration avec moi-même, Léa Martin, en tant que directrice générale non salariée avec des droits de vote uniques et exclusifs. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Mais c'est ton appartement. Non, ai-je dit. C'est le pantouse que je garde pour les invités. C'est maintenant l'actif principal et le siège de la fondation. C'est de la manipulation, a rugi mon père, retrouvant sa voix. C'est de la folie. Nous allons contester ça. C'est de la maltraitance de personnes âgées. Léa, tu. Point 3. La voix d'Evelyn était si froide qu'elle aurait pu fendre du verre. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière clause. C'était la contribution de Maya. Mon avocate de Sentinel Arc l'avait rédigée en 3 heures, et c'était une œuvre d'art. Point 3, ai-je lu, la clause de déchéance. Dans le cas où un bénéficiaire listé de la fiducie originale ou son conjoint, j'ai regardé le visage figé de Sarah sur l'écran, s'engage dans un litige, un dénigrement public, une calomnie, ou toute forme d'attaque publique, qu'elle soit verbale, écrite, ou par procuration, contre le fiduciaire successeur en exercice, toutes leurs futures distributions et réclamations sur la fiducie dans leur intégralité seront immédiatement et irrévocablement perdues. Ces fonds perdus seront transférés en totalité à la dotation de l'Université Polytechnique d'État de Californie. J'ai souri d'un sourire fin et froid. Aucune négociation. Le pavillon à Washington était silencieux. Le seul son était le crépitement de leur énorme cheminée performative. La bouche de mon père était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Sarah fixait l'écran, son esprit juridique faisant frénétiquement des calculs, traitant la finalité brutale et hermétique du piège. Il ne pouvait pas poursuivre. Il ne pouvait pas calomnier. Ils ne pouvaient même pas se plaindre à leurs amis sans tout risquer. Evelyn a pris son verre de vin. Et, bien sûr, l'amendement désignant Léa Martin comme ce fiduciaire successeur. Tout signé, attesté et notarié ce matin. Joyeux Noël, tout le monde. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai mis fin à l'appel. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Le serveur s'est avancé. Madame, monsieur, votre premier plat. Le serveur, avec des mouvements aussi silencieux que la neige qui ne tombait pas,
a placé le premier plat devant nous, un disque parfait et sculpté de foie gras en torchon avec une réduction de figues et du pain brioché grillé. Le quatuor à cordes avait fait une transition transparente vers une pièce classique complexe. Le téléphone, sombre sur la nappe blanche, s'est de nouveau allumé. Un autre appel vidéo de groupe. Ils sont persistants, a noté Evelyne, prenant sa fourchette. Ils sont blessés, ai-je dit. Ils viennent de perdre le contrôle du récit et de la banque. Non, a-t-elle corrigé, prenant une petite bouchée. On vient de leur présenter la facture de leur propre choix. Réponds, mais n'élève pas la voix. La personne qui est calme est la personne qui gagne. J'ai accepté l'appel. L'image s'est résolue. Les mêmes visages, la même pièce, mais la dynamique s'était brisée. La colère avait disparu, remplacée par un choc creux et retentissant. Sarah, l'avocate, chuchotait frénétiquement à l'oreille de mon frère. Mon père avait juste l'air vieux. Ma mère a été la première à parler, sa voix tremblante, non pas de rage, mais d'une tentative désespérée et ratée d'autorité matriarcale. Léa, qu'est-ce que c'est? Une bourse, une fondation, cet appartement. C'est un bien familial. Tu ne peux pas juste. Tu n'as même pas ta propre famille. Tu ne comprends pas ce que signifie construire quelque chose pour ses enfants. C'était la blessure la plus ancienne, la plus profonde, celle qu'ils avaient toujours utilisée, que j'étais incomplète, une vieille fille, une anomalie obsédée par sa carrière et sans enfant. J'ai ma propre vie, mère, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Une vie que j'ai construite pendant qu'on me disait d'être plus petite, plus silencieuse et plus serviable. Une vie sur laquelle aucun de vous n'a jamais pris la peine de poser une seule question. C'est le résultat de cette vie. Mon père s'est avancé dans le cadre, son visage pâle. C'est une erreur. Evelyne, Léa t'a empoisonné. Elle te manipule. Personne ne voulait l'exclure. C'était un problème d'espace, un malentendu. Nous pouvons arranger ça. Une nouvelle voix a crépité de l'arrière-plan de leur pièce. Ma tante Carole. Ce n'est pas vrai, David. Carole, a sèchement dit ma mère, tais-toi. C'est une affaire de famille privée. Je fais partie de la famille, a dit ma tante, sa voix s'élevant, tremblante de culpabilité ou d'un courage nouvellement trouvé. Et j'étais à la réunion. J'étais là. Ce n'est pas un malentendu. Je vous ai entendu. Vous avez dit, Léa va juste rendre les choses intenses. Vous avez dit, c'est plus facile si elle n'est pas là. Tu as rayé son nom de la liste avec un stylo, David. Je t'ai vu le faire. Un silence de mort et lourd est tombé sur l'appel. Mon père regardait, sans voix. Ma tante venait de jeter la grenade. Mon frère, Marc, a finalement parlé, essayant de retrouver la logique. Ce n'était pas malveillant. Nous voulions juste. Nous voulions que la fête soit ordonnée. Les beaux-parents, les enfants. C'était juste plus simple. C'était un choix logistique. Evelyne, qui avait tranquillement mangé son premier plat, a posé sa fourchette. Elle s'est penchée vers le téléphone, ses yeux magnifiés par une brillance froide et analytique. Ordonnée, Marc, a-t-elle demandé, sa voix douce, ou présentable? Marc a tressailli. Sarah, l'avocate, s'est avancée, son visage un masque de contrôle professionnel. Elle n'était plus une belle fille, elle était l'avocate de la défense. D'accord, ça suffit. C'est très irrégulier. C'est à la limite de la coercition. Vous ne pouvez pas nous prendre en embuscade avec des documents légaux la veille de Noël. Vous transformez une fête en une déposition. Vous auriez dû passer par un avocat. Ce n'est pas un procès. Evelyne a souri. C'était le sourire le plus fin et le plus aiguisé que j'ai jamais vu. Oh, mais ma chère, vous vous trompez. Ce n'est pas moi qui ai transformé cela en procès. C'est vous tous qui l'avez fait il y a 3 jours dans cette réunion de famille. Vous avez siégé en tant que juge et jury. Vous avez déclaré ma petite fille coupable d'être difficile et intense. Vous l'avez condamnée à l'exclusion. Elle s'est rapprochée. Je ne tiens pas un procès. Je ne fais que vous relire le procès-verbal de la réunion. Il semble que vous n'aimiez simplement pas entendre le verdict quand il n'est pas en votre faveur. Elle a pris son verre d'eau, a bu une gorgée et a continué. Vous parlez tous de ce que vous savez.
Vous parlez de famille. Laissez-moi vous dire ce que je sais. Il y a 3 ans, ma chaudière est tombée en panne. C'était en janvier. La température dans ma maison était de 4 degrés. J'ai appelé ton père, David. Il a dit qu'il chercherait l'emploi du temps d'un réparateur quand il aurait un moment. Le visage de mon père était blanc. Je t'ai appelé, Marc, dit-elle, son regard clouant mon frère au canapé. Tu as dit que tu verrais si ta banque avait des programmes de prêts spéciaux pour les personnes âgées. J'ai eu froid pendant 2 jours, portant mon manteau à l'intérieur. Bon, maman, a commencé mon père, c'est une exagération. J'y étais, a sèchement dit Evelyne, le faisant taire. Et puis Léa a appelé, juste pour prendre des nouvelles. J'ai essayé de mentir, mais mes dents claquaient. Elle était à Tacoma, à 4 heures de route. Il neigeait. Elle a dit, ne bouge pas, grand-mère. Elle est arrivée chez moi à 22 heures. Elle venait d'être payée pour une petite mission de consultation. Elle avait exactement $54 sur son compte courant. Elle en a donné 50 en espèces au réparateur de chauffage d'urgence qu'elle avait appelé de la route. Elle est restée avec moi jusqu'à ce que le chauffage revienne à minuit, puis elle a conduit 4 heures pour retourner à Tacoma parce qu'elle devait travailler le lendemain matin. Elle a mangé des nouilles ramen pendant 2 semaines pour compenser ses $50. Elle ne vous l'a jamais dit. Elle ne l'a jamais publié. Elle n'a jamais demandé un seul mot de remerciement. Le silence sur l'appel était absolu. Voulez-vous savoir ce que je sais d'autre, a continué Evelyne, implacable. Je sais que lorsque la première église presbytérienne du centre-ville, celle que votre mère prétend aimer, a eu besoin d'un nouveau système de serveur pour sa banque alimentaire, un don de $10 000 est apparu d'un donateur anonyme. Je sais seulement qui c'était parce que je suis bénévole là-bas, et j'ai vu la voiture qui a déposé le matériel tard dans la nuit. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation. C'était la voiture de location de Léa. Elle ne voulait pas de plaque. Elle ne voulait même pas de reçu fiscal. Elle voulait juste que les affamés soient nourris. Le visage de ma mère s'est décomposé. C'était la première émotion sincère et non scénarisée que j'avais vue de sa part depuis des années. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Elle n'a jamais rien dit de tout ça. Je te l'ai dit, ai-je dit, ma voix calme, coupant le silence. Je t'ai dit que la chaudière était en panne. Je t'ai parlé de mes projets de travail. Tu étais juste. Tu étais occupé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu étais occupé à arranger les choses pour qu'elles aient l'air bien, maman. C'est très difficile d'entendre la vérité quand on est si concentré sur la décoration de la table. Mon père a posé sa main sur son épaule. Il a regardé l'écran, moi, Evelyne. Il a vu que la partie était terminée. Il a tenté une trêve. C'est tout ça. C'est du passé. C'est Noël. Arrêtons, d'accord? Arrêtons. Léa, Evelyne, rentrez à la maison. Nous vous ferons revenir en avion. Nous arrangerons ça. Nous reviendrons à ce que c'était avant. C'était ça. Le dernier plaidoyer désespéré pour une remise à zéro. Le désir de rembobiner la bande, de remettre le génie dans la bouteille, de prétendre que la ligne rouge n'avait jamais été tracée. Non, papa, ai-je dit. Il avait l'air confus. Non. Non, tu ne comprends pas. Tu n'écoutes toujours pas. Revenir à ce que c'était avant est le problème. Ce que c'était avant, c'était moi faisant votre vaisselle à la main pendant que vous louiez Marc pour être venu. Ce que c'était avant, c'était toi me disant que l'humilité était importante pendant que tu construisais un sanctuaire pour ces trophées de football. Ce que c'était avant, c'était moi étant le fantôme de la famille, le soutien silencieux, celle sur qui on pouvait compter pour être petite. Ce que c'était avant, c'était vous tous assis dans une pièce, décidant que je ne cadrais pas avec l'ambiance joyeuse. Tu as rayé mon nom de la liste, papa. C'était la fin de ce que c'était avant. Je les ai tous regardés, un par un, ma mère en pleurs, mon père vaincu, mon frère stupéfait, ma belle-sœur calculatrice. Vous vouliez un Noël ordonné, ai-je dit. Voilà comment c'est maintenant. Ordonné. Final. Sarah chuchotait de toute urgence à Marc. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ma mère pleurait des larmes silencieuses et humiliées. J'ai regardé Evelyne. Elle a hoché la tête. Nous dînons maintenant, ai-je dit. Evelyne a tendu la main,
son doigt stable, et a mis fin à l'appel. Le salon était parfaitement silencieux. Même le quatuor à cordes était en pause momentanée. Le serveur s'est avancé, comme depuis les coulisses d'une scène. Il portait la bouteille de vin. Madame Martin, le Sancerre pour vos coquilles Saint-Jacques. Evelyne a redressé sa serviette sur ses genoux. Elle lui a souri. Merci, jeune homme. Ça a l'air délicieux. Le seul son dans la pièce était le cliquetis délicat et aigu de ma fourchette en argent contre l'assiette de Limoges. Nous avons mangé le plat principal dans un silence profond et magnifique. Les coquilles Saint-Jacques étaient parfaites, délicates et saisies, nageant dans une sauce légère et beurrée. Le Sancerre était froid comme une pierre. Nous n'avons pas parlé. Nous avons laissé le quatuor à cordes remplir l'espace. Nous avons laissé la famille à 3000 miles de la mariner dans le silence acide de leur propre fabrication. Le téléphone, comme je le savais, s'est allumé une dernière fois. Un troisième appel vidéo de groupe. La dernière tentative. Le plaidoyer de marchandage. J'ai regardé Evelyne. Elle s'est tamponnée les lèvres avec une serviette. Je suppose que nous devrions entendre les plaidoiries finales, dit-elle. J'ai accepté l'appel. La colère avait disparu. Le choc s'était dissipé. C'était le visage brut et suppliant de la défaite. Ma mère était au premier plan, les yeux rouges et gonflés. Mon père se tenait derrière elle, sa main sur son épaule, son visage gris. Léa, s'il te plaît. La voix de ma mère était un murmure. S'il te plaît, juste. Juste arrête. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la famille. Ne pouvons-nous pas juste? Ne peux-tu pas juste rentrer à la maison? Nous pouvons en parler en personne, de retour aux États-Unis. Nous pouvons arranger ça. Non, maman, ai-je dit. Ma voix n'était pas froide cette fois. Elle était juste ferme. Finale. Je ne rentre pas pour parler. Nous parlons ici, ce soir. Vous vouliez une réunion de famille pour décider de mon statut. Nous y sommes. C'est la réunion. En arrière-plan, j'ai entendu le cri d'un enfant. Sarah, ma belle-sœur, qui était assise dans un silence de pierre, a tressailli. Son masque professionnel s'est brisé, et pendant une seconde, elle a juste eu l'air d'une mère fatiguée. Marc, dit-elle, sa voix tendue, je dois y aller. Les enfants, ils attendent le Père Noël. Ils ne comprennent pas ce qui. Elle a regardé le téléphone, moi, ses yeux un mélange de peur et de ressentiment. Elle s'est levée et est sortie du cadre. Vas-y, Sarah, ai-je dit, ma voix s'adoucissant pour la première fois. Il ne s'agit pas d'eux. Cela n'a rien à voir avec les enfants. Ils ne sont pas en faute ici. Va être avec eux. Mon frère m'a regardé, son expression illisible. Était-ce de la gratitude ou juste de la confusion? Il a hoché la tête, le visage pâle, et a suivi sa femme, son écran s'éteignant. Maintenant, il ne restait plus qu'eux. Mes parents et ma tante, planant en arrière-plan comme un fantôme coupable. Mon père a pris une profonde inspiration, essayant visiblement de rassembler le dernier de son autorité patriarcale. D'accord, Léa. D'accord, nous t'entendons. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Nous le voyons. Alors, allons. Allons de l'avant. Que dirais-tu de ça? Le jour de l'an. Un grand dîner chez nous. Juste nous, la vraie famille. Nous repartirons à zéro. Je ne fais aucune promesse, papa, ai-je dit, posant ma fourchette. Tu ne peux pas simplement dire repartir à zéro et effacer la bande. À zéro n'est pas un mot que tu dis. C'est une structure que tu dois construire. Tu ne comprends pas. Tu penses toujours qu'il s'agit de mes sentiments blessés. Il ne s'agit pas d'une humeur. Il s'agit d'un système. Le système que tu as construit. Alors quoi, a crié ma mère, sa voix se brisant. Qu'est-ce que tu veux de nous, Léa? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Vous voulez arranger ça, ai-je demandé. Vous voulez guérir? Alors ce n'est pas un dîner. C'est un contrat. Un nouveau. Parce que l'ancien, celui où je suis le personnage de fond silencieux et pratique, est rompu. Quoi? Quel contrat, a demandé mon père, sa voix lasse. 3 conditions, ai-je dit,
levant mes doigts comme si j'étais dans une salle de réunion. Vous les remplissez, et nous pourrons commencer à parler de guérison. Premièrement, les performances sont terminées. Fini les fêtes pour la galerie. Fini d'impressionner les beaux-parents ou de soigner une apparence. Toute réunion de famille à partir de maintenant concernera les personnes réelles, imparfaites, présentes dans la pièce, où elle n'aura pas lieu. Vous voulez impressionner quelqu'un? Impressionnez-vous les uns les autres avec une décence de base. Deuxièmement, un calendrier pour grand-mère. J'ai regardé Evelyne, qui écoutait attentivement. Elle n'est pas un accessoire social. Elle n'est pas un fardeau à me refiler quand c'est pratique et à exclure quand c'est gênant. Ses soins, son temps, sa compagnie. Ce sera divisé, par écrit, sur un calendrier partagé. Vous prendrez tous un tour. Vous serez tous présents. Pas d'excuses. Et troisièmement, ai-je dit, des excuses. Je ne veux pas entendre les mots « je suis désolé ». Ils n'ont aucun sens pour moi. Ce n'est que de l'air. À partir de maintenant, toute excuse à moi ou à elle doit être attachée à une action spécifique, mesurable et positive. Vous avez 90 jours pour proposer vos premières actions. Je serai le seul juge pour savoir si elles sont acceptables ou simplement plus de performance. Il y eut un lourd silence. Mon père ne faisait que regarder. Evelyne a pris la parole, sa voix claire. Et j'ai une condition aussi. Pour la nouvelle bourse. La première, la grande. Elle ne portera pas mon nom. Elle portera le nom de celui qui, dans cette famille, toi, David, toi, Carole, même toi, Marc, écrira les 3 lettres de recommandation les plus sincères, perspicaces et compatissantes pour le premier groupe de candidates. Je les jugerai à l'aveugle. Vos titres, vos comptes en banque. Ils sont sans valeur. Seuls vos mots et votre compréhension auront de la valeur. Comme s'il était convoqué par la conversation, un homme en costume sombre et parfaitement taillé s'est approché de notre table. Ce n'était pas un serveur. Il était suivi d'une femme portant une mallette en cuir. Il s'est légèrement incliné. Madame Delaney, Madame Martin. Je suis Monsieur Dubois du bureau de votre conseil, et voici notre notaire. Nous avons les documents que vous avez demandés. Il a placé une fine liasse de papier sur la table à côté de l'assiette d'Evelyne pendant que mes parents regardaient, leur visage figé d'incrédulité. Là. Ils sont juste là, a balbutié ma mère. C'est une affaire juridique internationale, mère, ai-je dit. Cela exige de la précision. Evelyne a pris un lourd stylo en or de l'avocat. Elle a signé la dernière page du document, celle me désignant comme directrice générale de la fondation Delaney Pathway. L'avocat et le notaire ont contresigné, en témoignant. C'est fait, a dit l'avocat à voix basse. À ce moment exact, mon téléphone sécurisé, mon téléphone de travail, a sonné. Je me suis excusé et j'ai répondu. Maya, tu es sur haut-parleur. Bonsoir, Léa. Joyeux Noël. La voix de Maya était vive. Je confirme juste que le Conseil américain a les ébauches avec les attestations de témoins parisiennes notariées que tu me scannais en ce moment. La charte de la fondation est inattaquable. Elle sera déposée et officialisée auprès de l'État de Washington avant 9 h du matin, heure de l'Est, demain. Ils ne peuvent pas y toucher. Ils ne peuvent pas la contester. La clause de déchéance est, et je cite, brutalement parfaite. Félicitations, directrice. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau l'écran. Mon père secouait la tête. La fondation, tout cet argent. Léa, tu contrôleras tout ça. Cet appartement, les fonds fiduciaires. Le salaire, a murmuré ma mère, son esprit saisissant enfin l'ampleur de la chose. Une directrice générale d'une fondation aussi grande. Mon Dieu, Léa. Je l'ai interrompu. Je ne prends aucun salaire, ai-je dit. J'ai mon propre argent. Je ne prends que les droits de vote. L'argent reste avec la fondation. Il sera utilisé pour le travail, pour les filles qui construisent leur propre vie. C'était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas calculer. L'acte n'avait aucun motif égoïste qu'ils pouvaient reconnaître. Cela brisait leur logique. Mais pourquoi, a demandé mon père, sa voix faible. Parce que je n'achète pas le respect, papa, ai-je dit en me penchant. J'arrête simplement de me faire louer. Sur l'écran, ma tante Carole, qui était restée silencieuse tout ce temps, a finalement, complètement craqué.
Ce n'était pas un cri silencieux et digne. C'était un sanglot brut, laid et douloureux. Elle a bousculé mon père, son visage remplissant la caméra. « Evelyne » a-t-elle gémi. « Oh, mon Dieu, Evelyne, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je savais que c'était mal. J'ai suivi le mouvement. Je voulais faire partie de la belle fête. Je n'ai rien dit. Je suis tellement désolé. » Evelyne l'a regardé, non pas avec colère, mais avec un pragmatisme profond et las. « Arrête de pleurer, Carole. C'est une perte d'énergie. Tu veux être désolé? Bien. Utilise-le. À partir de demain, je veux que toi, et je veux que toi, David, et je veux que toi, Carole, ma fille, appeliez un des autres enfants de cette famille. Pas ceux de Marc. Un des enfants de ta sœur, les cousins que vous ignorez. Et je veux que vous leur posiez une simple question, de quoi avez-vous besoin pour vos études? Pas pour le sport, pas pour une nouvelle voiture. Pour leurs études. C'est votre premier point d'action. Maintenant, arrête de pleurer. Une cloche haute et claire a tinté dans le salon. Le maître d'hôtel, qui attendait ce signal précis, s'est avancé. Il était suivi d'un autre, portant un grand plateau d'argent. « Madame Martin, dit-il, sa voix chaude, votre omelette norvégienne. » Il a placé la grande omelette norvégienne bombée au centre de la table. Il a pris une petite louche en argent, l'a remplie de rhum brun et l'a chauffée sur une petite flamme bleue. Puis, avec un geste théâtral, il l'a versée sur le dessert. Il y eut un doux sifflement. Une colonne de flamme bleu or a jailli, spectaculairement brillante. Elle a léché le plafond, illuminant toute la pièce. Elle a éclairé nos visages, celui d'Evelyne et le mien, d'une lueur chaude et dansante. Et sur le petit écran du téléphone, elle se reflétait, minuscule et brillante, sur les visages striés de larmes, horrifiés et totalement vaincus de notre famille. Les flammes bleues or de l'omelette norvégienne ont baissé, laissant une meringue chaude et caramélisée. Le serveur, avec une aisance exercée, a commencé à servir le dessert. Le téléphone sur la table est resté sombre, l'appel vidéo toujours actif, un témoin silencieux et ouvert. Ma famille était toujours là, piégée dans leur pavillon, nous regardant. Monsieur Dubois, l'avocat, s'est raclé la gorge. Il n'a pas regardé ma famille, mais le notaire, puis la petite caméra officielle qu'elle avait placée au coin de la table. Madame Delaney, dit-il, sa voix formelle, pour mémoire, nous avons le document final, la page de signature numérique pour la désignation du fiduciaire successeur. Avant de procéder, le notaire exige une confirmation finale de votre part, enregistrée en direct, que cette action est entreprise de votre plein gré, sans contrainte ni coercition. Est-ce exact? Evelyne, qui admirait le dessert, a levé les yeux vers lui. Elle a posé ses mains à plat sur la table, son regard aussi clair et stable que l'objectif de la caméra. Non, dit-elle. L'avocat s'est figé. La main du notaire a tressailli. Ma mère, sur le petit écran, a laissé échapper un son, un soupir d'espoir. Maman? Evelyne a souri, un sourire fin et aiguisé. Non, monsieur Dubois, ce n'est pas de la contrainte. C'est une libération. C'est la chose la plus libre que j'ai faite en 20 ans. L'avocat s'est visiblement détendu, un petit sourire jouant sur ses propres lèvres. Merci, madame. Veuillez procéder. Le notaire a fait glisser une tablette élégante et sombre sur l'acajou. L'écran s'est illuminé avec la page de signature, la ligne en bas, attendant. Mon enfant, la voix de ma mère était un murmure brisé depuis le téléphone. Léa, ma chérie, s'il te plaît ne nous fais pas ça. Ne nous enlève pas tout. S'il te plaît. C'était la voix qu'elle utilisait quand j'étais enfant, celle destinée à transmettre une déception ultime et insupportable. Celle qui avait toujours fonctionné. J'ai regardé son visage en pleurs et suppliant. J'ai regardé mon père, qui avait juste l'air brisé, ses mains pendant inutilement à ses côtés. Puis j'ai regardé Evelyne. Elle avait levé sa main, sa vieille main frêle, tachetée par l'âge, les articulations légèrement gonflées par l'arthrite. Elle tremblait, non pas de peur, juste de vieillesse. Elle essayait de viser la ligne numérique avec son doigt. Je me suis approché. Je ne l'ai pas guidée. Je n'ai pas poussé.
J'ai simplement placé ma main chaude et stable sous la sienne. J'ai soutenu son poignet. Je lui ai donné la force qu'elle m'avait toujours donnée. Ensemble, sa main reposant sur la mienne, son doigt a touché le verre. Sur l'écran, dans une écriture numérique claire, sa signature a fleuri, Evelyne Delaney. L'écran a clignoté, a traité la signature, puis s'est actualisé. La grande télévision au-dessus de la cheminée, qui reflétait toujours notre session, s'est actualisée avec elle. Le document juridique a disparu. À sa place se trouvait un nouveau tableau de bord vibrant. Un logo est apparu, une police sans empattement propre et forte, Delaney Pathway. Et en dessous, la nouvelle désignation officielle en l'honneur d'Evelyne Delaney. Ma mère a laissé échapper un gémissement bas et plaintif. Avant qu'elle puisse parler, j'ai tapoté l'écran. Le tableau de bord a changé. Une carte des États-Unis est apparue avec 3 États en surbrillance, Washington, Montana, Louisiane. C'est le tableau de bord de la fondation, ai-je dit, ma voix narrant pour le procès-verbal, pour eux, pour les avocats. C'est le plan du premier trimestre. La première série de candidatures à la bourse ouvre en février en partenariat avec l'Université de Washington. Le premier centre STEM pour filles, un programme pilote, sera établi dans le Montana, financé par les revenus du ranch que vous ne saviez pas que je possédais. Et le second, en Louisiane rurale, sera financé par... Eh bien, par moi. Mon père a finalement parlé. Sa voix était creuse. Mais et nous? Et votre? Votre famille? Les enfants de ton frère? Mes petits-enfants? N'y a-t-il? N'y a-t-il rien de laissé pour nous? Evelyne s'est penchée en avant. Elle a regardé directement dans la caméra, directement son fils. Votre famille, David, dit-elle, sa voix calme mais portant le poids d'un jugement final, votre famille, s'ils le veulent, peuvent postuler pour une bourse, comme tout le monde. Votre famille, s'ils le veulent, peuvent franchir exactement la même porte du respect et du travail acharné que toutes les autres filles de ce pays. Il n'y a plus d'entrée privée. Il n'y a plus de siège réservé. Vous êtes tous enfin égaux. Le visage de ma mère était mouillé de larmes. Elle m'a regardé, ses yeux désespérés, plaidant pour une dernière connexion personnelle. Maman, je suis désolée, a-t-elle murmuré, les mots si doux que je pouvais à peine les entendre. Maman, je suis désolée. Je suis désolée, Léa. J'ai soutenu son regard. Je ne me suis pas adouci. Je n'ai pas détourné les yeux. Garde ces mots, maman, ai-je dit. Tu as 90 jours pour les transformer en action. J'attendrai ta proposition. Mon frère, Marc, qui était retourné dans la pièce et se tenait silencieusement à l'arrière, son visage un masque d'incrédulité, s'est avancé. Il avait l'air sur le point de dire quelque chose, d'argumenter, de se défendre, de plaider. Sa bouche s'est ouverte, et à ce moment exact, de l'autre côté de la place de la Concorde, un son a roulé dans l'air, si fort qu'il semblait faire vibrer le verre même de nos fenêtres. Des cloches. Les cloches profondes, résonnantes et anciennes d'une église parisienne, sonnant la messe de minuit, sonnant le jour de Noël. Comme si elles étaient commandées par les cloches, le quatuor à cordes, qui était resté silencieux, a pris ses archets et a commencé à jouer. Ce n'était pas une pièce classique complexe. C'était, minuit, chrétien, lent, solennel et d'une beauté impossible. Les mots de mon frère sont morts dans sa gorge. La discussion était terminée. Le verdict était tombé. Une autorité supérieure parlait. Le maître d'hôtel, comme s'il faisait lui aussi partie de cette chorégraphie, s'est déplacé silencieusement vers les hautes portes-fenêtres de notre balcon. Il a tourné les poignées en laiton et les a ouvertes. Un courant d'air parisien froid et pur a rempli le salon, emportant avec lui l'odeur de l'hiver et le son lointain et éthéré d'une chorale chantant minuit, chrétien. La ville célébrait. Léa, dit Evelyne, sa voix douce. Elle regardait les portes ouvertes. Je me suis levé. Je suis allé à sa chaise. Je l'ai doucement aidé à se mettre debout. Le serveur s'est écarté, s'inclinant. Je lui ai pris le bras, et je l'ai conduite lentement sur le balcon de pierre. La ville s'étendait devant nous, une mer de lumière dorée. Et au loin, en direction de la tour Eiffel, les premiers feux d'artifice de Noël ont commencé à éclater, silencieux et brillants contre le ciel noir. Nous sommes restés là, ma grand-mère et moi, côte à côte, regardant les couleurs exploser. Derrière nous, dans la pièce chaude et éclairée aux chandelles, le téléphone sur la table était sombre.
L'appel était terminé. L'écran montrait juste une liste de noms, et à côté de chacun, la petite icône grise a quitté la réunion. Sur la grande télévision au-dessus de la cheminée, le tableau de bord avait disparu. Il avait été remplacé par la diapositive finale de la présentation juridique, une seule phrase, qui avait été la dernière clause de la charte de la nouvelle fondation, brillant dans la pièce vide, nul ne sera défini par son exclusion d'une fête. Evelyne, toujours en train de regarder les feux d'artifice, a levé le verre de champagne qu'elle avait emporté. Elle l'a tenu en l'air, non pas vers moi, mais vers la ville, vers le ciel. Elle a doucement fait teinter son verre contre le mien. « Tu as choisi une vie, Léa, dit-elle, sa voix pleine d'une fierté calme et profonde. Pas un rôle. » J'ai souri, un vrai sourire, un sourire qui a atteint mes yeux pour la première fois en une décennie. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là avec elle et j'ai laissé le son des cloches remplir le silence. Le dernier nœud avait été coupé. L'écran à l'intérieur, invisible, brillait encore, lumineux et final. Confirmé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'adorerais connaître vos pensées, alors s'il vous plaît, commentez ci-dessous et dites-moi d'où dans le monde vous écoutez. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à Maya Revenge Stories, aimer cette vidéo, et nous apporter votre soutien en appuyant sur ce bouton pour que plus de gens puissent trouver et entendre cette histoire.